Souvent, les gens, ils parlent de coût au lead moyen ou de coût au lead en se basant sur les premiers leads qu'ils ont et ils font une sorte de graphe. Genre, j'investis 2 fois plus, j'aurai 2 fois plus de leads. Non. En fait, tu changes de canal quand ton coût au lead supplémentaire excède ton CPA moyen que tu t'es autorisé pour ce canal. Point. Tant que t'es pas au max, bah continue. Je vois beaucoup d'entreprises où les marketeurs s'épuisent à créer contenu après contenu, événement après événement, mais en fait, il n'y a pas de trame. On leur dit, il y a ça qui est des tendances, allez, on en parle. Sauf que comme il n'y a pas de cohérence, tout ça c'est du one-shot, c'est pas vraiment réutilisable et t'as pas de quoi raconter son histoire, il y a trop de trous. Chez nous, l'IA et la data, c'est extrêmement important. Et bah, on a une énorme équipe de data scientists et lorsqu'on hésite à en recruter, on se dit non, c'est hyper fondamental pour nous, on recrute. Et mécaniquement, on a plus de features IA et data, donc j'ai plus de choses à raconter. En fait, c'est ce qui fait toute la beauté de ce métier. On a tendance à dire que le marketing, c'est pour les gens fun, hyper créa. Oui, il faut un peu, parce que sinon, ta com, elle est chiante et que ça marche pas. Mais à la base, il faut des gens hyper structurés, qui aiment les maths, les chiffres, les résultats, et qui savent être patients. Aujourd'hui, je vous présente Selma Chauvin, la CMO de SkillUp, et le moins qu'on puisse dire, c'est que son parcours est assez dingue. Elle a vécu l'hypercroissance, le management d'une équipe de plusieurs dizaines de personnes, un rachat de boîte et même une IPO. Je pense que vous allez vite vous rendre compte que c'est pas pour rien. Elle est à l'aise aussi bien sur la partie stratégie que sur des enjeux techniques, elle sait exactement où elle va, elle est super structurée dans sa manière de présenter les choses. Bref, j'espère que vous avez votre carnet car on a abordé des sujets salés, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast, un like, un commentaire et un abonnement sur YouTube. Et après ça, on est parti, let's go. Bon, donc Selma. C'est moi, jusque-là tout va bien. Jusque-là on est bon. T'es CMO de SkillUp. C'est ça. SkillUp, ça fait quoi? SkillUp, c'est une entreprise de software de SaaS RH qui est spécialisée dans la formation, les entretiens et les compétences. Ok. Avant d'arriver chez SkillUp, t'étais dans des boîtes massives. En fait, oui et non. Ma spécialité, c'est de rejoindre une petite boîte, une start-up qui est toute gentille avec 50, 100, 150 personnes. Et puis qui vit sa vie, qui finit par se faire racheter et de finir dans des groupes de 15 000 personnes internationaux. Enfin. Mais du coup, tu vois, moi la question que je me pose c'est, ta précédente expérience c'était chez UKG, c'est comme ça que ça s'appelle? Ouais. UKG, 15 000 employés, voilà. Et tu rejoins, donc l'expérience d'après, c'est une boîte de combien de salariés? On est 60 aujourd'hui. Et quand j'ai rejoint il y a quelques mois, on était 40. Donc oui, le gap était énorme, c'est-à-dire que mon équipe est plus grosse, mon équipe d'avant est plus grosse que ma boîte d'aujourd'hui. Ouais. Et donc, pourquoi? J'ai beaucoup eu la question. Ce qu'il faut savoir, c'est quand tu rejoins ce genre de grand groupe, donc j'avais une équipe de 70 personnes, donc à mon niveau, tu faisais plus vraiment de marketing. En fait, ce que tu faisais, c'était de la gestion de planning, de la politique avec les US, et surtout de la politique à un moment et un endroit où tu n'es pas favorisé. Pourquoi? Parce que c'est une boîte américaine. Nous, on était les petits Européens qui faisaient moins de 10% du chiffre d'affaires, avec la considération qui va avec. Les produits qu'on vendait n'étaient pas les produits que vendait le cœur du groupe aux États-Unis. Donc, il fallait qu'on s'impose avec nos propres produits, notre propre marché, et sans vraiment la capacité de le faire, puisque les outils, la marque étaient centralisés aux États-Unis. Ça devenait extrêmement compliqué. C'est une entreprise qui avait en plus... c'est un groupe qui pèse 4 milliards annuels, donc des velléités, d'IPO, etc. Donc, pour nous, petits en Europe, les défis devenaient pas très intéressants. Évidemment, quand tu pars d'une entreprise très très grosse comme ça, qu'est-ce que tu veux? Tu veux reprendre la main sur ta vie, reprendre la main sur tes outils, sur tes campagnes marketing, et donc tu fais le choix de courir à l'opposé et d'aller dans une toute petite boîte. D'accord. Oui, donc ça c'est vraiment... Oui, c'est comme quand t'es adolescent et que tu te construis en opposition à tes parents. C'est un peu ça. Là, c'est vraiment... Mes parents étaient très cool, j'aime beaucoup IKG, si on reste très copains. Mais voilà, c'est pareil, oui. T'as envie de prendre ton autonomie et de recommencer à faire des choses toi-même. Ouais. Oui, mais après, tu vois, c'est aussi une affinité, c'est-à-dire que toi, t'aimes mettre les mains dans le cambouis, de ce que je comprends. Oui, et puis la politique, c'est marrant, mais un certain temps. Ouais. Et donc, la raison pour laquelle aussi tu as eu donc ces sujets avec les US, c'est parce que donc, tu faisais partie d'une boîte qui a été rachetée par ce groupe, c'est ça? Exactement. Et donc, tu avais ton indépendance, etc. Et puis, à un moment donné, tu sens que tu commences à la perdre. Tout à fait. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir du coup les challenges marketing tu vois, de ces fusions en fait, parce que tu as commencé à mentionner les petites galères que ça représente, mais globalement, toi, au marketing, c'est quoi les challenges? Alors, tu as des challenges à plusieurs niveaux. La première chose, ça va être le challenge produit versus marché. Quand tu as une fusion, tu as généralement des produits qui ne sont pas concurrents directs, parfois, mais qui parfois sont complémentaires ou peuvent se recouper. Donc la première chose, c'est quel produit tu vends à quel marché, pourquoi, et forcément, il y aura toujours un produit favorisé, un produit défavorisé. Bien sûr. Où est-ce que tu mets l'essentiel de ton argent?
Premier challenge. Deuxième challenge qu'il ne faut pas négliger, c'est l'humain. Tu fais côtoyer des gens qui viennent de cultures d'entreprise parfois très différentes. Là, on parle par exemple d'une toute petite start-up qui a grossi, qui a vécu sa vie de start-up, qui s'appelait PeopleDoc, qui se fait racheter par un groupe qui est établi depuis plus de 30 ans, qui a quand même un certain passif de mastodonte du software RH. Donc évidemment, pas les mêmes personnes, pas forcément la même mentalité de prime abord. Donc challenge humain, challenge produit / marché, donc vraiment go-to-market. Et en plus ça, tu rajoutes un challenge qui va être plutôt les relations avec le corporate. Donc comment est-ce qu'une entité va s'établir de façon indépendante, plus ou moins, de l'entité mère. Ouais, sympa. Oui, non, franchement, dit comme ça fait un peu peur, mais en vrai, c'est drôle, puisque tu peux décomposer chacun de ces challenges en plein de petits bouts. Un exemple tout bête, les outils. Donc évidemment, l'entreprise qui merge avec la tienne, enfin qui fusionne avec la tienne, ils ont également leurs outils. Même si c'est deux Salesforce, quel Salesforce on garde? Pourquoi? Comment on s'assure de transiter les informations d'un système vers l'autre? Comment faire en sorte de gérer les gens qui n'ont pas envie de changer de système? Voilà. Donc tu décomposes en plein de petits sujets comme ça, le site web, lequel on garde, pourquoi, quel nom on prend. Oui, pourquoi. le nom, ouais. Exactement. Et ouais. On vit ça en ce moment avec un client. Ouais. Et effectivement, les premières discussions commerciales ont porté sur « Et vous en pensez quoi? On garde quel Salesforce? On garde quel... » Tu vois, ça a été les conversations. Et en fait, ils arrivent tellement pas à trancher qu'ils se disent on va demander à quelqu'un d'externe de nous donner son avis, en fait, tu vois, parce que juste, c'est la bataille et ils essayent de trouver le moyen d'arbitrer de manière un peu simple, tu vois. Et en fait, il n'y a pas de bonne réponse. En fait, c'est ça le truc qui est terrible. Il n'y a pas de bonne réponse, en fait. Tu vois, c'est juste tout le monde est un peu attaché à son truc. En fait, il faut juste arriver à trancher. Et nous, on se retrouve dans cette situation de... Ils nous demandent à nous, tu vois, parce que voilà, mais c'est une responsabilité qui est importante, quoi, tu vois. Je vais pas pourrir ton business, mais c'est la première raison qui fait qu'on fait appel à une agence. Ouais. C'est parce qu'on a besoin que quelqu'un décide qui ne soit pas nous. Ouais, j'ai bien compris, ouais. Voilà. Et le nom, c'est le meilleur exemple que tu peux donner, puisque tu as en effet l'attachement émotionnel, mais chacun va avancer des arguments différents, en mode, nous, ça fonctionne très bien sur du B2B. Oui, mais nous, ça fonctionne très bien sur du B2C. Du coup, on est une boîte B2B2C, on fait quoi? Comment tu veux prendre une décision? Oui. Et le pire, c'est que la vraie raison, on s'en fiche du nom final. Oui. 6 mois après, les gens seront totalement habitués. 2 ans après, le marché aura même oublié ton nom d'avant. Oui. Et puis voilà. Mais ça, moi, je suis 100% d'accord aussi. Tu vois, enfin, ça, je suis 100% d'accord. Très bien. Donc même... pas de pression. Vote. Voilà, jette une pièce. La plupart des gens ne se souviennent pas que Instagram, avant, ça s'appelait autrement. Airbnb, avant, ça s'appelait autrement. Que Google, avant, ça s'appelait autrement. Enfin, tu vois, genre... Non mais tu vois, c'est que des trucs, on ne se souvient pas en fait, et on s'en fout, tu vois, on s'en fiche complètement. T'as vécu l'IPO aussi? Oui, ça c'était chez DocuSign, mon entreprise précédente. Toujours la même histoire, entreprise française qui se lance dans la signature électronique, avec évidemment l'approche très française, en mode on fait très attention à la réglementation européenne. C'était les prémices du GDPR qui n'existait pas vraiment, mais ça commençait. Oui. Donc évidemment, boîte américaine qui veut s'implanter en Europe, et ils achètent un acteur local plutôt que de le créer eux-mêmes. Donc ils ont choisi mon entreprise. Et l'IPO, c'était ce moment un peu particulier pour nous, puisqu'on venait de se faire acheter. Ça s'est vraiment fait dans un espace temporel d'1 an et demi, entre notre rachat et l'IPO. Et donc en même temps, il y a énormément de projets qui se sont lancés. Un exemple tout bête, ils ont lancé le e-commerce en Europe, qui était du coup la partie que j'ai prise, 1 an avant l'IPO. Ce qui est le pire moment pour lancer un projet qui te coûte cher. En fait, assez clair. Parce que l'année d'avant l'IPO, normalement, c'est le moment où tu dégraisses, tu coûtes cher si tu peux, de façon à habiller ta mariée avant l'IPO. Ah, complètement. Voilà. Donc c'était un contexte particulier, parce que normalement, quand tu es racheté, c'est dans une perspective de développement. Ouais. Or là, c'était vraiment pour cocher une case d'un point de vue légal, appel d'offres de boîtes internationales, tout simplement. Et en même temps, il n'y avait pas énormément de moyens ni de volonté de développer, d'en faire quelque chose de grand. Ce qui se comprend totalement vu le contexte. Et aujourd'hui, ça se passe très bien et ils ont beaucoup développé l'Europe. Oui. Mais le timing était un peu bizarre. Ouais, mais du coup, toi, côté market, comment tu vis ce challenge ? Ah, écoute, c'était très intéressant puisqu'on est arrivé, pareil, on était une toute petite entreprise, on était 70 personnes, donc il y avait peut-être 5 commerciaux, 3 personnes au marketing, enfin c'était vraiment très roots, où on allait balancer les leads dans la boîte mail de la personne. Je rappelle que c'était en 2014, donc pardonnez-moi s'il vous plaît, on faisait vraiment ça. Donc aujourd'hui on ne ferait plus GDPR, tout ça, voilà, ceinture, bretelle. Donc c'est ce qu'on faisait, sauf qu'on se retrouve dans un groupe qui avait déjà plus de 1000 personnes et nourrit la machine marketing américaine. C'est-à-dire, par exemple, ils avaient des équipes de SDR implémentées à Dublin qui avaient besoin de 1000 leads par mois pour être nourris. Moi, 1000 leads par mois, ça me paraissait aberrant. Enfin, il n'y avait même pas 1000 personnes intéressées par cette solution en France ou en Allemagne à l'époque. On parle vraiment d'une période avant digitalisation. Donc, il a fallu se mettre tout de suite dans le bain. On passait d'un côté très quali, où ce qu'on voulait, c'était du deal et du pipeline, à un côté très quanti, où la seule chose qui compte, c'est le nombre de leads, parce que sinon, tes SDR se tournent les pouces. Très, très bizarre comme switch.
C'est-à-dire qu'on était dans une approche, et puis surtout ça favorise énormément la triche. Parce qu'évidemment, quand tu es dans une sûr. approche quali et que tu es jugé sur ton pipeline, tu n'as pas intérêt à générer beaucoup de leads. Mais Ça bien coûte sûr. très cher. Mais bien sûr. Ça intéresse personne les traite. On te dit que tes leads ils sont pourris. Enfin, je vais pas te refaire la bataille sales marketing. J'allais la mentionner, Non, on la connaît. Voilà, il n'y a pas besoin. En revanche, là, il n'y avait plus d'histoire de bataille. C'était 1000 par mois et c'était ton seul indicateur. Donc autant dire que les achats de base, les campagnes pourries, tu pouvais y aller. Oui. Encore une fois, RGPD, c'est pas un sujet. Non, c'était avant, je te rappelle, Oui, juste avant. Voilà. Ouais. Mais du coup, ça devait se fighter avec les sales. Ah bah non, parce qu'il y avait justement cette équipe SDR au milieu qui, eux, traitaient les leads. Comme ils avaient tout décomposé, où nous, on était incentivés sur le volume de leads, les SDR étaient incentivés sur le nombre de rendez-vous pris, la qualité des rendez-vous. Ah ouais, ils s'en Peu foutaient. importe. Ah Complet. ouais, d'accord. Ils ne pouvaient recruter. Et en fait, leur argument pour recruter de nouveaux SDR était d'expliquer que leur SDR existant était ras la gueule. Parce qu'ils créaient trop de rendez-vous et qu'ils avaient trop de leads qui rentraient. Donc chacun se battait pour sa paroisse. Donc on n'avait pas trop le temps de nous battre entre nous, parce que de toute façon, on se battait avec le corporate. Pour chacun avoir plus de moyens. C'était ubuesque. C'est pas très malin. Non, c'est complètement stupide, je crois qu'on peut le dire. Ouais. On n'en est pas très fiers. Hein. Maintenant, il y a prescription, je crois, c'était il y a 6 ans. Ça passe. Ok. Oui, non, mais c'est, d'un point de vue business, j'avoue que c'est un move un peu spécial. Figure-toi que ça a marché. Pourquoi ça a marché ? Parce que nous, on va ça avec notre mentalité d'Européens. On veut de la qualité, on veut être sûr que ça se passe bien. Eux, ils s'en fichaient, ils disaient sur le volume, ça va passer. Et en fait, ils ont eu raison. Donc, ils claquaient plus d'argent. Mais l'argent n'était pas un problème. Encore une fois, nous, on pense avec notre mentalité européenne d'image de marque, de relations avec les personnes, de petits marchés où tu n'as que 10 000 boîtes et que tu n'en as pas 11 000, si tu veux. En face, c'est les États-Unis où ils s'en fichent. Ils traitent ça comme du B2C 100%. Oui, puis c'est peut-être aussi un moment où, d'un point de vue macroéconomique, on va dire, les fonds étaient un petit peu plus, enfin les poches étaient un petit peu plus profondes qu'aujourd'hui. Et donc c'est aussi ce qui peut pousser à ce type de comportement, j'imagine. Oui, exactement. Mais comme partout, en fait, c'était au début d'un marché qui était la signature électronique. Donc l'objectif était de prendre des parts de marché et d'être le leader. Et ils ont réussi. Oui. Donc leur objectif, oui, force est de constater qu'ils ont réussi. Voilà. Ça leur a coûté très cher. Mais est-ce que c'était vraiment important ? Non. Ce qu'il fallait, c'était être le leader pour aujourd'hui pouvoir en effet commencer à faire de la qualité, baisser les coûts. Donc c'était extrêmement malin. C'est juste que moi, de ma petite fenêtre de marketing manager à l'époque qui était en Europe, ça me paraissait débile et aberrant parce qu'à l'opposé de toutes les stratégies qu'on m'avait enseignées jusque-là. Bien sûr. Donc qu'est-ce que ça m'a appris ? C'est juste de se dire, parfois tu comprends pas, mais parce que l'objectif, en fait, il te dépasse énormément. Et c'est ce que j'ai apprécié au fur et à mesure. Tu étais manager, après tu passes directeur, VP, CX, etc. Et tu commences à comprendre. Et c'est maintenant mon rôle, c'est d'expliquer aux gens, oui, je sais que c'est débile, mais on va le faire quand même, parce qu'il y a un but. Ouais, mais c'est mentalité croissance à tout prix versus croissance rentable, etc. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, ils en reviennent à notre approche de l'époque devient la seule approche entendable aujourd'hui, où justement les vannes du crédit facile sont en train de se refermer, où maintenant, en fait, ce que les Américains essaient de nous apprendre, c'est ce que nous, on faisait avant qu'ils nous polluent avec leur méthode. Donc c'est assez drôle. Ouais, c'est très marrant, ouais. Tout à fait. Ok, et donc là, je reviens sur SkillUp. Oui. Tu as rejoint la boîte en mai. C'est ça. Donc c'est récent. Bien de tes notes, bravo. Donc donc c'est récent. Jusque-là, oui. et donc moi, ça m'intéresse aussi de savoir, tu vois, il y a un peu le plan à 90 jours du CMO. C'était quoi ton plan à 90 jours ? Parce que là, en fait, ton plan à 90... En plus, il y a eu l'été, machin. Tu vois, donc on peut dire, t'en sors à peine, en fait, de ton plan à 90 jours. Franchement, c'est pas si faux. En fait, quand je suis arrivée, il y avait 2 personnes en équipe marketing. Il y avait un designer et une personne qui faisait du growth marketing, mais qui, en vrai, était plutôt en mode création de programmes de séquences de mails pour les SDR. Okay. Et c'était tout. Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses à construire. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait rien, parce qu'ils avaient quand même fait beaucoup de choses par eux-mêmes. Le site web était plutôt très correct d'un point de vue SEO. Il y avait du contenu qui avait été produit de temps à autre. Le CEO était très, très impliqué dans l'aspect marketing de sa boîte. Mais il y avait quand même pas grand-chose, et surtout pas grand-chose de solide, dire ça comme ça. Okay. Donc, je me suis donné 3 objectifs pour commencer. Le premier étant d'arriver à un minimum de génération de leads par mois pour pouvoir faire des stats, tout simplement, sur les taux de conversion, sur la façon de générer du pipeline, etc. J'avais besoin d'un volume, tout simplement. Donc on s'est mis un chiffre qui était quelques centaines de leads par mois. Le deuxième objectif, c'était un objectif de positionnement. En fait, la marque, quand on me l'a vendue en entretien, c'était on est comme un tel, mais pour telle boîte. Alors c'est la pire façon de vendre ta boîte, ouais, je suis d'accord. On va être très clair. Donc il n'y avait pas d'image de marque.
Désolé, CEO, si tu m'entends. Non, il y avait Je ça. suis le Tinder du truc. Je suis le Airbnb du machin. Bah, là-bas, on est le trip advisor de la formation. Quand Ouais, même. voilà, tu vois. Je suis navrée. mais ce qui marche, parce que quand tu es une toute petite Mais marque bien et que sûr. t'es pas connue, ça donne aux gens un repère, c'est facile. Totalement. Mais en faisant ça, tu te vois comme une toute petite marque qui justement se définit par rapport aux autres et ça marche pas quand tu veux créer une marque un petit peu solide et qui a quelque chose derrière. Donc les premiers chantiers qui sont pas du tout des chantiers marketing et c'est très drôle, ça a été de travailler sur les valeurs de l'entreprise, de leur faire écrire les vraies valeurs de la boîte, de transformer ça en un brand playbook qui moi après me servirait dans toutes mes coms. Des exemples aussi débiles que est-ce que tu tutoies ou tu vois les gens. Bon, ça faut l'écrire. C'est pas débile. Hein. Non, pas tant. Franchement pas du tout. C'est pas du tout débile. Mais personne se pose la question parce que naturellement, les gens vont trouver une sorte de consensus au début de la création de ta startup et ça va être plutôt naturel. Sauf que à un moment, tu vas avoir l'embauché de trop ou ça va un peu trop vite et cette sorte de passation tacite va disparaître. Et c'est à ce moment-là que tu as besoin de ton playbook. Sauf qu'en général, tu l'as pas fait, donc tu es en galère et tu rattrapes. Ouais. Donc on a fait une base scène, les valeurs qui sont fixées, le brand playbook qui est défini, et surtout, on a fait travailler tout le monde durant tout l'été. Donc finalement, c'était pas si inutile d'avoir l'été au milieu, sur le positionnement. Donc, études de concurrence, études d'ICP, faire travailler tous les heads-off sur comment on se voit nous par rapport au marché, où est-ce qu'on veut être plus tard, ça c'est ce que vous disiez, mais du coup, quelles sont les étapes pour y arriver, et de définir les grandes clés de notre discours marketing et product marketing en fait. Mais ça, c'est toi qui lead ce sujet, on est d'accord. Toi, tout ce que tu viens de citer de parler des valeurs, tout ça, tu débarques et tu dis bon là les gars il va falloir qu'on se mette autour d'une table. Globalement c'est comme ça. C'est hyper sympa mais oui. Voilà, je fais un résumé très bref, mais globalement t'es arrivé en disant là on va avoir un problème si on veut vraiment se développer, il faut qu'on ait des fondations solides. Et là elles le sont pas, donc prenons ce temps-là. Oui. Et les bases, c'est vraiment ça. C'est d'un côté, tu as ta base de lead qui te permet d'avoir une base d'analyse de funnel de conversion, qui après va te permettre d'établir ta strat et les différents leviers utilisés. Tu as une base de positionnement, de valeur, de comment la marque se voit aujourd'hui et demain, qui va te permettre de lancer le troisième aspect, qui est la marque, la vraie marque en termes de communauté, de leviers, de canaux de diffusion autour de cette image de marque. Des choses aussi stupides, encore une fois, que les couleurs à utiliser lorsque tu fais une créa, de façon à être identifié facilement sur LinkedIn, ce genre de choses. Donc voilà, donc c'est un peu les 90 premiers jours, ça a permis de mettre en place ces trois éléments et d'embaucher les personnes qui les nourriraient. Donc j'ai embauché une personne pour faire de la digital lead gen, une personne pour faire du content marketing, qui permet en fait de nourrir toute la partie lead et la partie marque. Et je me suis gardé la partie product marketing à travailler. Premier levier que tu mentionnes, c'est la partie data. Oui. Parce qu'en fait c'est ça, hein. C'est tu vois commencer à identifier machin. Hein, qui est une partie, je trouve, un peu mise de côté par beaucoup de personnes côté marketing. Alors que toi, c'est le premier levier que tu prends. Comment c'est quoi les datas sur lesquelles tu vas analyser des choses tout de suite, tu vois, c'est quoi les premiers piliers data sur lesquels les fondamentaux de la data, c'est quoi? Alors, je vais juste digresser un tout petit peu, mais c'est assez drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu une question de quelqu'un qui disait mon CEO me dit qu'il faut faire des événements, est-ce que vous en avez fait, oui ou non, est-ce que j'y vais? Mais c'est pas la vraie question. La vraie question à se poser, c'est pour faire le revenu final. Est-ce que déjà j'ai bien staffé toutes les étapes? Est-ce que j'ai assez de commerciaux pour faire le revenu final? Ok. Est-ce que j'ai assez de gens pour traiter les leads? Donc des SDR, des commerciaux juniors, ce que tu veux, de gens qui vont traiter les leads. Et du coup, est-ce que j'ai assez de gens en marketing pour nourrir toute cette chaîne-là? Donc tu calcules. Donc la première chose à regarder, c'est le nombre de deals que tu vas avoir signés cette année ou selon la taille de ton cycle de vente l'année prochaine. D'accord. Une fois que tu as ce chiffre-là, ce qu'il faut que tu connaisses, c'est tes taux de conversion d'une étape à l'autre. Pour avoir 10 deals signés, il me faut combien de deals en pipe? Il m'en faut 20, il m'en faut 100. Ce ne sera pas du tout la même strat. Une fois que j'ai ces 100 deals en pipe, combien de rendez-vous commerciaux il me faut pour pouvoir considérer ça comme un vrai deal? Un exemple tout bête, est-ce que mon marché est très mature, ça convertit vite? Ou est-ce que c'est pas du tout mature, il va me falloir beaucoup de rendez-vous pour trouver la pépite qui est prête à signer? Et puis pareil. Donc la première chose à regarder, c'est vraiment ces taux de conversion d'une étape à l'autre. Pourquoi? Parce que ça va un peu scaler le volume de leads initial dont on va avoir besoin pour alimenter toute cette machine. Et selon si tu as besoin de 50 leads ou de 5000 leads, et selon la persona que tu vas faire, ça va être une strat totalement différente. Donc, premier indicateur, c'est ça, c'est les taux de transformation et avoir ce chiffre de volume initial. Une fois que tu as d'objectifs, parce que le prérequis aussi, c'est être au clair sur les objectifs qu'on souhaite atteindre. Ah bah toujours, c'est combien de deals et quel est le business final que tu vas avoir. Tu veux faire ton année, tu veux faire combien? 10 millions cette année? Ok, on redémarre. Tu veux 10 millions, il faut 10 rendez-vous. Et tu recommences. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, la question qui va se poser pour nous, marketing, c'est quel est le coût au lead que je m'autorise?
à quel point je suis prêt à payer cher pour avoir quelqu'un qui va rentrer dans cette machine. Un exemple tout bête, si tu es sur des cibles qui sont des dirigeants de grandes entreprises, très difficiles à toucher, tu te doutes bien que ça va être très très cher de les contacter, versus contacter le patron d'une boîte de lui-même, qui sera peut-être potentiellement plus dispo pour regarder tes coms. Donc à partir de là, tu donnes un peu une sorte de fourchette de prix. Ce qui va te permettre deux choses. Premièrement, d'établir ton budget marketing, ce qui n'est pas non plus stupide. En général, un budget marketing, tu le fais en prenant ton coût au lead fois le nombre de leads et tu rajoutes une somme qui va être dédiée aux outils et à l'awareness en fonction de ta maturité. Plus tu es en début de process, donc d'éducation, où il y a beaucoup de travail à faire, tu convertis très peu, plus il va falloir que tu investisses beaucoup pour éduquer les gens, justement. Et puis plus la cible est mature, plus tu peux te permettre d'être un peu light sur la partie awareness. Voilà. C'est assez simple. L'awareness, tu le mets pas dans ton calcul global de coût par lead. Non, parce que si tu commences à faire ça, enfin tu peux le faire, mais si tu commences à faire ça, tu commences à avoir des calculs de Sioux de cette action ne m'apporte pas de lead, donc je ne la fais pas. Et c'est justement ce qu'on veut éviter avec le awareness. On sait que ça va pas générer de lead. Là, j'ai demandé à mes équipes, on a X milliers de followers sur LinkedIn, je vais passer à Y milliers de followers sur LinkedIn, ça va rien m'apporter demain. Mais en revanche, comme je sais que l'année prochaine, on va intensifier le rythme de com, j'aurai de meilleurs résultats si on a déjà une base assez forte, que du coup, notre taux d'engagement apparaît plus fort et que LinkedIn va pousser mes posts. Non, je vois très bien. En fait, j'ai juste l'impression que du coup, tu es un peu en train de décaler l'awareness. C'est la legend de demain, d'après-demain. En fait, c'est ça. La manière dont tu présentes le LinkedIn, tu vois, c'est le bon exemple de j'investis dans un truc, ça va peut-être m'apporter des choses, mais je vais pas l'évaluer. Voilà. Par contre, demain, cet asset que j'aurai créé, je vais le comptabiliser comme un élément de lead gen. Oui. En fait, j'ai tendance à dire que tu as 3 domaines dans le marketing. Tu as ce qu'on appelle l'advocacy, le awareness et puis l'acquisition. Et il faut toujours garder ces 3 leviers au même niveau de maturité. Pourquoi ? Parce que rattraper ton retard. Donc imaginons, on se dit, LinkedIn, on n'a pas de budget awareness, donc on ne le fait pas cette année puisqu'on n'attend pas de résultats mesurables. L'année prochaine, quand tu vas t'en occuper, tu auras toujours tes X milliers de followers alors qu'il t'en faut Y, et tu vas passer des mois et des mois à rattraper ton retard. Tu vois ? Ouais, totalement. Donc, l'intérêt de garder les 3 alignés, et on va parler d'advocacy dans une minute, c'est que du coup, l'effort que tu mets aujourd'hui est faible, mais il va s'incrémenter naturellement, donc tu vas pas vraiment le sentir passer dans tes budgets, dans le temps de tes équipes, et tu vas pouvoir anticiper ta lead gen de demain beaucoup plus facilement. Voilà. Et l'advocacy, qui est le 3e point, et j'y tiens parce que tout le monde l'oublie, c'est le temps que tu mets à avoir des gens qui parlent en bien de toi. Donc il y a tes clients, mais il y a aussi tout l'écosystème. Quelle relation tu as avec les partenaires ? Il faut être prêt aujourd'hui à perdre du temps avec des partenaires peut-être techno ou des revendeurs qui revendent rien aujourd'hui, mais qui seront source de profit lorsque tu chercheras des relais de croissance dans 1 an ou 2. Et ça fait partie du taf du marketing que d'alimenter ça, que de créer des propositions de valeur avec tel ou tel type de partenaire, par exemple, ou de créer une communauté d'utilisateurs. Voilà. Donc pareil, ça n'apporte rien aujourd'hui. Demain, on en aura besoin. Et du coup, comment tu le mesures ? Je ne veux pas le mesurer. Ok, et comment tu définis ton budget là-dessus ? Donc c'est un pourcentage du budget total. Un exemple tout bête, sur 100% d'un budget, une entreprise en début de vie va faire 80% de son budget sur la lead gen, 20% qui va être dédié à l'awareness. Voilà. Donc pas d'advocacy. Non, pas l'advocacy, tu vas le faire assez naturellement et ça coûte pas cher en vrai. En vrai, ça va te coûter ton temps à toi, CMO. Voilà, c'est toi qui t'en occupes ? Oui, parce que c'est des sujets importants. Et que justement, vu que je ne les mesure pas officiellement, moi je sais si c'est bon ou pas. Oui, c'est totalement, totalement bipolaire, mais oui. Non, mais du coup, ce que tu veux aussi dire par là, c'est que l'advocacy, il y a un feeling. Oui. C'est toi en tant que CMO. C'est une relation personnelle que tu crées. Oui. Et moi, je sais que je reste. Ou en tout cas, si je pars, ce ne sera plus mon problème, si tu veux. Oui. Donc je veux garder ce sujet. Ouais. Mais surtout, tu considères que toi, dans ta position, tu es la meilleure représentante du business, des enjeux marketing, etc. etc. Donc, c'est toi qui es capable de pouvoir sentir ce truc, Exactement. en fait. Oui, parce que en fait, c'est ce que j'appelle c'est une relation déjeuner. Où en fait, il se passe rien, t'as pas de slide, t'as pas de papier, mais c'est au cours d'un déj où où le partenaire va te dire « Ah, mais je pense à telle chose. Mais attends, avec ça, de notre produit, ça fait extrêmement sens. Faisons une petite fiche de valeur, on va faire une petite campagne LinkedIn ou une campagne Google ou ce que tu veux, et on voit si ça passe. » Tu vois, c'est plein d'éléments qui sont totalement intangibles. Et peut-être qu'il va rien sortir de ces déjeuners pendant 6 mois, pendant 1 an. Et c'est du temps perdu. Mais pas tant perdu que ça, puisqu'au final, ça t'apporte énormément d'infos sur l'écosystème. Pareil sur les clients, tu pourrais te dire, un club utilisateur, aujourd'hui, ça nous apporte pas grand-chose d'un point de vue lead gen pur. Même rien, en vrai, puisqu'ils ont déjà tout acheté. Mais non, puisqu'en fait, ça me donne énormément d'éléments de discours qui vont me servir à convaincre de futurs prospects demain. Donc j'ai besoin, moi, d'être là, moi, d'écouter et de pouvoir le recracher dans des decks qui vont servir plus tard. Ouais, ok. Et c'est pas quantifiable. Donc tu peux essayer, on s'est tous pété les dents. Complètement. non, mais ça, je suis complètement d'accord. Mais bon, je me permettais de challenger un petit peu quand même, tu vois, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Ok, là, vous avez un gros challenge qui est l'international. Oui, tout à fait.
c'est quoi ton plan sur l'international? Je vais pas donner tous les secrets parce que des concurrents vont écouter quand même, on est sympa. Ok. Non, en fait, l'international, ça veut tout et rien dire. La vraie question, c'est où est-ce qu'on va à l'international? Et ça va être ça, mon challenge des prochains mois, c'est d'identifier. On sait déjà plus ou moins les marchés sur lesquels on veut aller. Moi, ça va être de faire une balance coût-risque. De dire, je sais pas, si demain on va en Angleterre, ça va nous coûter tant pour avoir tant de clients, le risque c'est ça, les acteurs présents c'est ça, etc. Voilà mon challenge du moment. Pas que. C'est trop facile le SWOT. Truc un peu pourri, tu sais, où ça doit rentrer sur une slide, donc t'as genre 3 lignes qui veulent rien dire tellement c'est général. Ouais, voilà. Non, ça va demander un peu plus que ça. Ça va demander d'y aller, de se faire sur tous les salons locaux, d'aller voir des partenaires ou des copains locaux pour qu'ils te racontent tout ce qui se passe en vrai. Un exemple tout bête où on s'était pété les dents chez PeopleDoc. On a voulu ouvrir l'Espagne. Donc, sans surprise, on s'est pété les dents. Beaucoup de gens se pètent les dents en Espagne. Pourquoi ? À l'époque, on avait donc une solution de gestion de workflow. C'est-à-dire que c'est un process entre l'employé et le RH avec, par exemple, un document à signer qui va transiter de l'un à l'autre. Un contrat de travail. Le RH l'envoie à l'employé, qui signe, qui renvoie. Facile. En fait, en Espagne, il faut de la signature biométrique. La signature biométrique, qui n'est même pas forcément légale en Espagne. C'est-à-dire que tu peux faire de la signature normale. C'est juste une habitude, une coutume qu'ils ont prise dans les débuts de la signature électronique. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'évidemment, personne ne propose de la signature biométrique et aucun des partenaires de PeopleDoc ne proposait ça. Parce qu'évidemment, personne ne l'utilise, sauf en Espagne où ce n'est même pas une contrainte légale. Donc au final, si tu ne proposes pas ça, tu ne peux pas faire ce workflow de signature, donc tu ne peux pas vendre ton produit. Des choses aussi stupides. Et ça, tu ne le sais pas si tu n'y vas pas et que tu ne demandes pas à quelqu'un exactement en détail à quoi ressemble son process. Et c'est ça qui a de la valeur, pas un SWOT. Oui. Donc donc là, aujourd'hui, toi, tu passes du temps dans les pays où... Pas encore, c'est à partir de janvier, ce sera mon objectif. D'accord. Mais du coup, tu vas passer du temps dans les pays dans lesquels tu penses qu'il y a du potentiel pour évaluer ce genre de choses et te dire, OK, en fait, let's go, c'est là-bas le go-to-market, il faut qu'il se fasse dans ce pays. Est-ce que tu sais déjà... Enfin, tu vois, moi, ça peut m'intéresser parce que, bien évidemment que tu as déjà vécu aussi expérience internationale, tout ça. Quand tu t'attaques à un pays, comment tu choisis notamment les canaux que tu vas adresser? Alors, ça va dépendre de la thune que tu as. C'est pas compliqué. Mon process de base, que n'est pas très perfectionné, mais ça marche assez bien, c'est d'indexer ça sur le revenu que tu veux faire dans le pays. Donc, si jamais tu veux faire moins de 500 000 €, en général, je mets aucun effort marketing. Pour une filiale, pas quand tu démarres de zéro. Pourquoi ? Parce que normalement, le sales que tu es censé embaucher un sales qui est censé avoir un minimum de réseau et de copains, qui est censé te faire cet argent-là. Oui. Voilà. Ouais, 500 000 €, je suis d'accord. T'as pas besoin de moi. Entre 500 et 1000 et 1 million, c'est là que ça commence à devenir un peu plus tendu. Pourquoi ? Parce que le sales n'a pas le temps de faire sa prospection lui-même. Donc là, il va commencer à avoir besoin de moi. Donc en général, soit je prends une agence de SDR, soit j'embauche un SDR local qui va un peu attaquer tout ça par la face nord. On lui fournit juste une base et il écrème. On fait quelques campagnes de mail de façon à l'aider un peu à écrémer avec un minimum de scoring, mais c'est tout. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est un marché qui est tellement neuf que dans la masse, ça passe. Je vais garder ça. Donc ça suffit. Si tu veux faire plus d'1 million, cette méthode un peu bourrine ne va plus marcher. Et là, on va vraiment falloir commencer à se focus. En général, dans les phases précédentes, tu as pu identifier 2-3 verticaux, 2-3 typologies de boîtes, 2-3 locations aussi, endroits, qui marchent. Et à ce moment-là, tu commences à faire des campagnes marketing sur ces cibles-là. Et campagnes marketing, tu fais généralement du moins cher au plus cher. Tu commences par le mail parce que ça coûte pas cher. Ensuite, tu fais du digital parce que ça coûte un peu plus cher. Tu passes par les partenaires parce que souvent, c'est un petit billet, mais ça va. Et après, tu attaques l'événementiel et puis la création de contenu purement local. Voilà. Ok, très pragmatique. Oui, et franchement, en fait, il n'y a pas besoin de se prendre plus la tête que ça. Mais je suis 100% d'accord. Et tu vois, nous, avec Bulldozer, souvent, je présente un peu notre activité en disant... tu vois, je dis, ça, c'est les leviers sur lesquels tu vas pouvoir faire de la performance court terme. Ça coûte pas cher, l'outbound, tu vois, des ads Google, c'est intentionniste. Voilà, tu y vas tout de suite. Et après, par contre, si tu as l'argent, blablabla, c'est à ce moment-là que tu peux investir dans le contenu, etc., etc. Mais souvent, je fais une espèce de matrice, tu vois, sur effectivement les coûts versus l'impact court terme, moyen terme, long terme. Et ça suit exactement ce que tu viens de dire, tu vois. Enfin, parce que ton objectif, c'est pas d'être le leader du marché, c'est de signer un gars. Bah oui, mais totalement. Donc mets les moyens pour signer un gars. Exactement, je suis 100% d'accord. Et mettre ça en face des coûts aussi, effectivement. Et là-dedans, voilà, ça coûte rien. Enfin, tu vois, c'est le coût des outils et de machin. Voilà. Il y a une notion que les gens oublient souvent, c'est la notion du coût au lead supplémentaire. Souvent, les gens, ils parlent de coût au lead moyen ou de coût au lead en se basant sur les premiers leads qu'ils ont et ils font une sorte de graphe. Genre, j'investis 2 fois plus, j'aurai 2 fois plus de leads. Non. En fait, tu changes de canal quand ton coût au lead supplémentaire excède ton CPA moyen que tu t'es autorisé pour ce canal. 100% d'accord. Ouais. Tant que tu n'es pas au max,
Bah continue. Ouais. Ah ouais, complètement. Pour répondre au cas que j'ai eu aujourd'hui, bah pourquoi tu veux faire de l'événementiel? Est-ce que tu as vraiment exploré 100% de tes autres canaux? Parce que l'événementiel, c'est cher. Donc si tu es à 100% et que ton coût lead supplémentaire est disproportionné, oui. Mais sinon, pourquoi? Ah oui, non, 100% d'accord. Non, ouais, complètement. Et en revanche, même quand tu es dans la phase 0-500K, oui. Toi, côté market, tu sais très bien qu'il y a un moment donné où l'ambition, elle sera tout autre. Donc, voilà, il faut quand même que tu prépares un peu le terrain et que tu aies un œil, etc. Et il y a notamment un enjeu de prendre le feedback du marché pour commencer à préparer un petit peu potentiellement la communication, etc. Comment, dans cette phase-là, toi, tu viens récupérer le feedback de marché, sachant que tu n'es pas encore en train de lancer des initiatives market? Je vais te redonner l'exemple de PeopleDoc. Donc, comment j'ai su qu'il fallait de la signature biométrique? Donc, on l'a su, en fait. En fait, on le savait, on l'a juste pas fait, mais on le savait. Donc, on est doublement bête. Moi surtout, parce que c'est moi qui redonnais l'info. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti une semaine. Donc, il y avait le patron des partenariats, le patron des sales, il y avait moi, il y avait une personne du produit. Et on a fait le tour des popotes. Donc, on est allé voir tous les partenaires qu'on connaissait et toutes les filiales de boîtes qui étaient clientes en France ou dans un autre pays, pour leur parler et comprendre un petit peu leur quotidien. Et ça, déjà, ça donnait beaucoup d'infos quali. En général, tu commences comme ça, et après seulement, tu fais l'analyse quanti. Pourquoi? Parce qu'au début, il y a tellement d'infos que tu ne sais pas quoi chercher. Donc, la meilleure façon de savoir quoi chercher, c'est d'abord de poser des questions, d'avoir une sorte de good feeling un peu bizarre où tu dis « oui, je pense qu'il y a un truc à explorer », et tu le documentes avec de la data. J'ai vu beaucoup de gens faire l'inverse, où ils commencent par dire « oui, mais c'est un marché où il y a 15 000 boîtes, donc il y a 3 milliards à faire. Et là-dessus, l'école blanc, c'est 20%, donc il y a tant. » Oui, mais ça doit arriver en fin de process. Puisque tu sais pas si ta vraie cible, c'est l'école blanc dans ce marché. C'est pas parce que c'est comme ça en France que c'est comme ça en Espagne ou aux États-Unis ou autre. Donc c'est vraiment toujours... Et c'est anti-logique, mais de commencer par du quali, d'aller parler à des gens et de perdre du temps. Il y a souvent en plus des ambassades, des maisons du commerce qui t'aident un peu à aller parler. Mais sinon, tu peux piocher dans le noir pendant des mois en fait. Ouais, mais donc... Cette data quali, tu vas parler avec des gens. Et ça, c'est toi qui dois le faire. Personne de chez toi peut le faire. Ou ton head of product marketing. Oui, j'allais te dire, c'est quand même un peu le rôle du product marketing. Oui, mais moi, j'en avais pas à l'époque. On fait ce qu'on peut oui, avec d'accord. Donc, oui, dans une boîte de cette taille-là, c'est CMO qui s'y colle, quoi. C'est ça. D'accord. Et tu vois, moi, je me dis, ok, très bien, c'est la théorie, mais opérationnellement, tu vas parler avec des gens. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, tu vois? Alors, du coup, ça commence. Ils t'offrent le café parce qu'ils sont sympas. Non, allez, on va faire plus simple. Non, tu arrives avec une liste de questions. En général, qu'est-ce qu'on demande? On demande de mapper un process que notre produit résout. Par exemple, si jamais aujourd'hui on fait de la gestion de la formation, c'est aujourd'hui vous avez un salarié qui demande à être formé, comment vous faites concrètement? Et tu demandes de te montrer. Excuse-moi de te couper. Vas-y. Là, dans ce cas-là, donc tu vas contacter des boîtes qui ressemblent à ton ICP dans le marché que tu connais général, déjà. Tu prends des filiales de boîtes que tu connais, comme ça ils connaissent déjà tes produits. D'accord, ok. Si c'est ta porte d'entrée pour aller parler à ces boîtes-là. C'est donc la filiale 2 ou alors l'ICP machin. Tu vas en mode cold email, voilà, et on peut se parler. Ça passe. Voilà, j'ai besoin. Les gens sont gentils, ils ont toujours une demi-heure pour toi en vrai. Ouais, j'ai envie de comprendre comment tu bosses, etc. Et donc là, après, excuse-moi, je t'ai coupé, mais donc après, tu rentres dans le démarrage du process que tu racontes. C'est ça. Donc ça, c'est avec les clients. Donc tu nous poses des questions vraiment très pratiques. Et à ce moment-là, tu veux d'abord voir les opérationnels pour comprendre les process. Et ensuite, tu veux voir des décisionnaires pour comprendre comment se passe un process de décision d'achat qui n'est pas forcément la même chose que ton process de ta solution à toi que tu vends. Parce que, encore une fois, tu peux avoir un gros disconnect. Tu peux te dire, ma solution, elle est parfaite pour le marché, et après, le décisionnaire va te dire, mais nous, on n'a pas de budget. Ouais, autant le savoir avant d'y aller. Oui. C'est un peu mieux. Donc, une fois que tu as ces deux infos, tu vas également voir les partenaires, où tu leur poses la même question en disant, vos clients, qu'est-ce qu'ils achètent chez vous? Pourquoi? Et quand vous leur parlez, qu'est-ce qui leur manque, en vrai? Et eux vont te donner avec leur éclairage, qui va te permettre, toi, de voir quelque chose qui est très important, encore plus dans le SaaS aujourd'hui, qui est l'intégration. La solution que tu vas proposer, elle s'intègre forcément dans un écosystème de solutions et d'outils qu'ils ont déjà. Donc, comment, toi, tu vas communiquer avec leurs outils pour répondre à l'ensemble du besoin? Un exemple tout bête, si justement, je veux toujours me vendre ma formation et le partenaire nous dit nous, on fait en amont et en aval, donc ils ont un petit tableau Excel entre les deux, ça leur suffit bien. Bon, pose-toi la question vraiment de la valeur que tu apportes et comment tu vas avancer avec ce partenaire. Et donc, la réponse? Je sais pas, ça c'est totalement fictif pour le coup. Je serais bien embêté. Ok, d'accord. Quand tu parles des intégrations, c'est des outils ça peut être même des outils à la Zapier, à la machin. Comment est-ce que ton outil s'interface dans cette espèce d'écosystème-là, quoi? Oui. Zapier, c'est bien. Intégration native, c'est encore mieux. Oui, Donc, il faut...
Oui, risque, balance. coût. Oui, voilà. Ok. Toi, tu as une particularité aussi, c'est que tu as eu beaucoup d'expérience sur de la cible enterprise, Oui. qui est une cible souvent que les gens envisagent comme extrêmement complexe, etc. Et notamment parce que le rôle du marketing auprès de cette cible-là est quand même un peu particulier. C'est généralement beaucoup un taf sales, tout ça. Non ? Non. Non, mais moi, Je vais te raconter. non, mais moi, je sais d'avance que je vais être d'accord avec toi. Mais donc, comment est-ce que tu fais vivre, du coup, cet écosystème, notamment market sales, pour aller attaquer du enterprise? Et comment est-ce que tu abordes, de ton côté, typiquement des sujets d'ABM? Alors, les entreprises qui font souvent mal de l'enterprise, c'est parce qu'elles ne sont pas calibrées pour de l'enterprise. Un process de vente enterprise, c'est pas que du marketing. C'est des sales qui sont seniors, c'est des avant-ventes hyper câblés qui vont faire des espaces de démo perso, qui vont passer beaucoup de temps sur les decks, les réponses à appels d'offres, que tu vas moins trouver sur des plus petits comptes. Et tu as besoin d'une équipe de qualification, donc vraiment des SDR, c'est pas des commerciaux, c'est vraiment des gens qui ne font que ça, qui font de la qualif de rendez-vous, et d'une équipe marketing. Et en plus de ça, il te faut un produit qui est prêt à faire de la personnalisation et du gros volume. Tous ces éléments-là sont à prendre en compte. Donc, il ne faut pas le voir que... En général, quand on me demande, pour une boîte qui fait du mid-market, comment on va sur Enterprise, je commence par leur dire, faites un audit de tout ça. Une fois que vous êtes sûr que toute la machine est bien calibrée, là, on va pouvoir parler marketing. En marketing, qu'est-ce qui va changer ? Ce qui va changer, c'est que c'est des gens qui sont compliqués à atteindre et que tout le monde veut toucher. Donc, si jamais tu fais comme tout le monde, personne ne te trouvera jamais. Et pourtant, il faut leur parler. On a calculé dans mon entreprise d'avant qu'il fallait jusqu'à 60 touches marketing entre la première, la création du lead, et la signature du deal, en parallèle du process sales. Donc vous imaginez sur 1 an, 2 ans, c'est des process de vente très longs, 1 an, 2 ans, le nombre d'interactions et le nombre de raisons qu'on doit avoir pour leur rappeler qu'on existe. Et on n'est pas tout seul à le faire, en plus tout le monde le fait. Voilà. Donc pour alimenter c'est jusqu'à 60 interactions, il y a 2 choses à faire. La première chose, c'est de parler avec les sales, d'avoir une approche qui est très combinée. Encore une fois, c'est pas du marketing ou du sales, c'est comment on y va tous ensemble et on décide quels sont les leviers qu'on met en place. L'ABM en étant un. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on définit des listes de comptes. Donc la notion de tiers qu'on va voir un petit peu partout, tiers 1, tiers 2, tiers 3, compte prioritaire jusqu'à compte dont on se fiche, elle est primordiale sur les grands comptes. Parce que, encore une fois, le coût au lead est tellement important que ce qu'on ne veut pas, c'est rapporter du lead qui appartient aux tiers les plus bas et qui, du coup, va demander beaucoup trop d'argent versus l'intérêt qu'on lui porte. Ok. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment cet alignement avec les sales sur qu'est-ce qu'on leur raconte à eux. Est-ce que c'est moi qui y vais? Est-ce que c'est toi? Deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on soutient les sales dans leurs actions à eux. Un exemple tout bête, un programme d'hospitality est hyper important. Qu'est-ce que c'est un programme d'hospitality ? C'est leur fournir une billetterie de tickets pour qu'ils aillent à des matchs ensemble. Ça peut être une liste de cadeaux sur une plateforme qu'ils peuvent envoyer aux gens avec un dispositif qui est extrêmement automatisé de façon à ce que le sales n'ait pas à le faire lui-même. Tu peux imaginer un peu tout et n'importe quoi. C'est tout ce qui va permettre d'entretenir la relation entre le sales et son interlocuteur à base de petites attentions. C'est pas forcément des cadeaux, parce qu'il y a des politiques anti-cadeaux qui commencent à devenir quand même très fortes, mais des petites attentions tout au long de l'année. Une carte de vœux à Noël, un message quand il part en vacances. Et ça, la data, tu vas l'avoir donc via le marketing, mais via aussi la relation que le sales a avec son interlocuteur. Donc il faut être capable de lui fournir une façon de le contacter à chacune de ces occasions. Voilà. Et la troisième chose, qui est du marketing pur, c'est comment est-ce qu'on origine et comment est-ce qu'on construit une histoire sur le long terme. Pour de l'enterprise, tu vas pas raisonner par tactique, comme tu peux parfois le faire sur de la vente one-shot, où tu as une tactique, la personne, elle regarde, elle achète. Là, on va lui raconter une histoire, on va l'éduquer sur un sujet, lui faire comprendre que notre façon de voir est la seule et la bonne façon de voir. Et cette histoire, on va la découper en touches qui vont s'exprimer avec des canaux différents. Pourquoi est-ce qu'il faut des canaux différents ? Déjà parce que tout le monde n'a pas le même profil. Moi, j'aime beaucoup donner les exemples de profils du disque, où tu as des rouges, des jaunes, des bleus, des verts, des qui aiment les tableaux bien structurés, d'autres qui aiment que les infographies. Donc, il faut de tout pour tout le monde. Et surtout, il y a des morceaux de l'histoire qui vont se prêter mieux à un format qu'un autre. On va prendre un exemple un peu concret. Si on parle d'expérience collaborateur, donc ça, c'est peut-être le terme expérience employée. Vous avez peut-être entendu ça pendant des années, tous. Voilà. Donc, si jamais tu veux parler de ça avec ta cible, qui est un DRH, tu vas commencer par, en effet, lui donner la définition d'expérience utilisateur. Donc, tu peux utiliser plusieurs canaux pour ça. Là, c'est facile. Tu peux faire un webinaire où tu racontes. En général, tu prends un expert un peu câblé dans un domaine, un peu cool.
Et puis, au fur et à mesure, tu vas lui raconter les différents éléments de l'histoire. Maintenant qu'on t'a dit ça, l'étape d'après, c'est de t'expliquer pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui, expérience collaborateur. Bon, alors là, on va peut-être faire un webinar et tout. Bref, donc tu calibres ton histoire, tu calibres les différentes touches et tu actionnes. En n'oubliant pas de prévoir ce qu'on appelle des filets de sécurité, c'est-à-dire que les personnes qui sortent du process, de les remettre dedans d'une façon ou d'une autre, ou de trouver une façon d'attraper ceux qui arrivent un peu au milieu de l'histoire, pour qu'ils ne ratent pas les épisodes d'avant. C'est pas hyper précis, ça répond à ta question. C'est très précis, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est cette histoire. Donc, on sort des tactiques, je comprends. Enfin, les tactiques viennent s'intégrer dans l'histoire. Cette histoire, comment tu la crées ? On en revient à notre positionnement de base. Si on reboucle avec le début de ce podcast. Je m'en doutais. Non, mais et c'est pour ça que c'est important de ne pas partir bille en tête faire du marketing sans avoir ça. Parce que je vois beaucoup d'entreprises où les marketeurs s'épuisent à créer contenu après contenu, événement après événement. Mais en fait, il n'y a pas de trame. On leur dit, il y a ça qui est tendance. Allez, on en parle. Il y a ça qui est tendance, on y va. Sauf que comme il n'y a pas de cohérence, tout ça, c'est du one shot. C'est pas vraiment réutilisable et tu n'as pas de quoi raconter ton histoire. Il y a trop de trous. Donc, ce que j'ai tendance à dire, si tu vas choisir ton positionnement, en général, tu as 3 à 4 grands axes qui vont vraiment te différencier et être vraiment ton ADN. Et si tu arrives à aligner tout le monde dessus, si le produit est aligné dessus, ils vont développer les features qui vont mettre en avant ces points-là. Un exemple tout bête, chez nous, l'IA et la data, c'est extrêmement important. Et on a une énorme équipe de data scientists et lorsqu'on hésite à en recruter, on se dit non, c'est hyper fondamental pour nous, on recrute et mécaniquement, on a plus de features IA et data, donc j'ai plus de choses à raconter. Tu vois, c'est des petites... Si tu t'alignes, c'est beaucoup plus facile. Donc, tu as 3 à 4 grands axes et tu ne crées du contenu que s'ils mettent en avant un de ces axes ou plusieurs. Rien d'autre. Et en plus, tu les traites pas tous d'abord, tu les priorises et tu fais un squelette de funnel sur ta prio 1, squelette sur la prio 2, etc. Et tu ne rends flou que lorsque tes squelettes sont tous prêts. C'est pas du tout fancy comme approche. C'est le marketing chiant, comme je l'appelle, parce qu'on réagit pas forcément au sujet d'actu. Pas qu'on n'aimerait pas, mais parce que ça prend trop de temps qui vont mettre à mal le plan long terme. Mais alors, moi, je suis complètement en désaccord avec le fait que ce soit le marketing chiant. Je trouve que c'est justement ça le truc qui fait kiffer dans le marketing. C'est le gros reproche que je fais au growth. C'est d'être trop tombé dans la tactique. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est d'être trop tombé dans la tactique, dans les outils, dans la tendance, dans le machin, et d'oublier complètement l'humain. Enfin, parce que en fait, le cerveau humain, il n'a pas tant changé depuis 1000 ans, tu vois. On aimerait, mais non. Non, mais tu vois, en fait, c'est ça le truc, c'est que le cerveau, il a quand même pas trop changé depuis 1000 ans. Et donc, en fait, les tactiques qui fonctionnaient, enfin, globalement, ce qui fonctionnait il y a 100 ans, ça fonctionne toujours aujourd'hui. C'est juste que le format est différent. Mais quand tu regardes les publicités print des années 20, c'est les mêmes mécanismes que ceux d'aujourd'hui, tu vois. Enfin, c'est exactement la même chose. Et je trouve que, en fait, c'est ça qui est excitant, personnellement, dans le marketing, etc., c'est justement de revenir sur ses fondations, ses fondamentaux et de construire des choses au-dessus de ça. Bref, je me suis un peu emballé. Non, mais on est 100%... En fait, c'est ce qui fait toute la beauté de ce métier. On a tendance à dire que le marketing, c'est pour les gens fun, hyper créa, qui aiment... Oui, il faut un peu, parce que sinon, ta com, elle est chiante et que ça marche pas. Oui. Mais à la base, il faut des gens hyper structurés qui aiment les maths, les chiffres, les résultats et qui savent être patients. Donc c'est hyper bizarre. Cette phrase a mis en PLS beaucoup de marketeurs. Je suis navrée, mais je trouve, mais c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. C'est pas pour rien que les meilleurs CMO, de mon point de vue, ils viennent généralement quoi ? Du marketing ops, du product marketing. C'est les profils les plus carrés en fait. Je suis d'accord. Et tout le reste, la créa, tu peux trouver des gens, tu peux l'apprendre et autres. Mais cette façon de penser structurée qui est capable de dire non à une récompense immédiate et un peu fancy pour se dire sur le long terme, c'est mieux d'attendre, c'est pas si évident. Et tu vois, je trouve que une très très grosse compétence sous-cotée en marketing, c'est d'être capable de dire non. Tu vois, c'est ce truc où, mais attendez, on est un peu parti en live sur ce truc-là, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument pas le propos de la boîte, etc., etc. C'est cool, ça fait de l'attention, machin. On a eu notre boost de dopamine, mais là, notre focus, il a complètement dérivé. Venez, on coupe et on se refocus complètement. Et tu vois, ce truc-là, c'est beaucoup trop sous-coté. Il y a trop peu de boîtes qui le font. Et je pense qu'une des raisons, et ça m'intéresse aussi de savoir ce que tu en penses, c'est la partie vraiment exec, CEO, etc., qui peut, du coup, parce que c'est pas leur métier de faire du marketing, hein, voilà, qui peut aussi avoir cette tendance à se dire mais attendez, mais là il y a un move à faire en fait, tu vois, et du coup puisque ça vient d'en haut, bon vas-y, on va le faire. Tu vois ce que je veux dire ?
Alors déjà, il y a deux choses. La première, c'est que parfois faire du fancy, c'est bien lorsque tu as une volonté court-termiste. Un exemple tout bête, tu penses à une acquisition bientôt, ça peut être cool de faire beaucoup de bruit, même si ça sert à rien, parce que de toute façon, tu sais que ça sert à rien de faire un plan long terme, puisque ton produit va être intégré lors de l'acquisition, etc. Donc là, faire du fancy et juste pour faire « regardez-moi, j'existe, je suis plus gros que vous ne le pensez, je vaux plus cher que vous ne le pensez », ça se justifie vachement. En vrai, et la deuxième chose, c'est qu'un CEO, ça s'éduque. J'ai tendance, quand je parle avec mon CEO, il a souvent plein d'idées, et en plus il est génial, donc il a souvent plein d'idées géniales, je les note. Ça ne veut pas dire que je vais les utiliser, ça veut dire que de temps en temps, quand justement je me tâte en me disant bon, qu'est-ce que je fais ? Je regarde la liste et je vais prendre 2-3 idées qui me paraissent malines, faciles à faire, etc. Mais c'est tout. Et ça doit s'arrêter là, la relation avec son CEO. C'est on prend l'idée et on y réfléchit. Et s'il n'est pas capable de le comprendre, bah, c'est qu'on fait mal notre taf à l'éduquer. Ok. Et il faut recommencer. Très bien. T'as ton histoire. Ouais. Tu viens positionner tes tactiques. Ouais. Comment est-ce que tu identifies les tactiques ? Alors, facile. On part du principe qu'on connaît notre ICP, on sait ce qui marche sur lui, etc. Je te refais pas le pitch de... Ah bah oui, on a eu Selma oui, les 90 premiers jours, non, elle nous a bon, aidés. Ok, d'accord. C'est bon. Non, bah, on en revient à notre fameux coût. En fait, tu as ton histoire totale. Donc, tu te dis, la personne, il y a un cycle de vente de 18 mois. Donc, sur mes 18 mois, il faut que la personne me coûte tant. La plupart des boîtes de SaaS, c'est pas compliqué. Tu vends des contrats sur 3 ans. En général, on dit que tu as 1 an qui paye sales et marketing, 1 an qui paye ton produit, puis 1 an de bénéfice dans ta poche. Voilà. Produit et tes coûts fixes en général. Voilà. Donc une fois qu'on t'a dit ça, bah, tu connais ton coût au deal acceptable. Et donc tu dilues ton coût au deal sur l'ensemble des tactiques. Donc ça va te permettre de mettre plus d'argent sur les tactiques dans lesquelles tu crois le plus, ou tu sais qu'il y a besoin. Par exemple, en tête de funnel, tu vas être prêt à mettre un peu plus d'argent au lead, parce qu'en effet, tu vas attirer une belle tête d'affiche qui va te fournir assez de leads pour nourrir tout ton funnel. Donc ça sert à rien d'être radin au début, puisque en fait, toutes tes tactiques suivantes vont être amenuisées du fait que tu as très peu de leads en entrée. Bien sûr. Ouais. Pareil, si jamais tu as des étapes de conversion où tu sais que ça marche, parce que tu sais qu'à ce moment-là, quand il y a un appel du SDR, ça transforme, bah mets plus d'argent. Voilà. C'est aussi simple et bête que ça. Et du coup, ton budget, à chaque étape, va te donner un peu la liste des tactiques disponibles. Si jamais on est à une étape qui coûte pas très cher, bah, je vais pas aller faire un petit déjeuner au Ritz avec les gens. Parce que celle-là, je sais que j'en ai besoin, mais elle marche pas non plus des masses. Donc on va plutôt envoyer un mail avec une jolie pièce jointe. Voilà. Un word art. Oui, j'ai jamais touché le fond à ce point-là quand même. Ok. Comment... Parce qu'il y a quand même un prérequis dans ce que tu dis, c'est que tu sais déjà le coût que vont représenter tes canaux. Oui. Donc au démarrage, on est d'accord qu'il faut que tu passes par une phase d'exploration. C'est tout ce que je t'ai dit. Au début, tu génères un volume en t'en foutant du prix. D'accord. Tu donnes quand même une sorte de D'accord. budget max pour pas déconner. Mais tu te sortes une sorte de budget à cramer qui va te permettre d'avoir ces D'accord. leads et qui vont te permettre de faire tes stats. C'est une étape qui est un peu embêtante parce qu'encore une fois, c'est de l'argent que tu peux cramer, mais tu en as besoin parce que sinon, tu peux aussi, d'autres méthodes beaucoup moins chères, tu lèves le doigt et tu imagines des chiffres. Et puis tu démarres de là. Ouais. Bah, c'est une étape qui est particulièrement difficile parce qu'elle est difficile à justifier auprès de son board. Bah, toujours pareil, tu éduques ton CEO. Oui. Cette décision que j'ai eue, c'est... J'ai quand même mis un coût au lead max. Je me suis mis à 50 € du lead max, un peu en mode on va voir. Mais je me suis dit, écoute, je sais pas ce que ça va donner. Là, aujourd'hui, on raisonne pas en funnel, on raisonne pas en tout ça. On a dit que c'était à peu près le volume qu'il fallait pour réussir à alimenter l'ensemble. On va générer ce volume, on va voir si ça alimente vraiment l'ensemble ou pas. Et puis ensuite, on va retravailler nos chiffres. Mais c'est une vraie posture de leader. Bah Non, mais tu vois, en fait, c'est quand même un truc sans vouloir se jeter des fleurs. même si j'imagine que tu prends, tu vois. Mais tu vois, clairement, dans ce que tu es en train de décrire, tu te mets vraiment dans une position de leader où tu vas dire, en fait, je connais mon métier, on va fonctionner étape par étape, je sais exactement que c'est les différentes étapes qui vont me permettre d'eux. Et derrière, il faut effectivement avoir une CEO qui soit à l'écoute, qui comprenne, etc. Non mais tu vois, c'est pas évident. En fait, ce qui est facile, c'est de voir le niveau de titre qui est attendu dans les annonces. Parce qu'en fait, rechercher un CMO, c'est pas la même chose qu'un responsable marketing. Alors qu'honnêtement, 80% du métier dans une startup, c'est le même. Oui. Mais quelqu'un qui cherche un responsable marketing, il va pas chercher un CMO. Il va chercher quelqu'un qui va en effet lui lancer ses tactiques telles qu'il les a imaginées. Donc il n'est pas prêt à lui laisser de la place. Quelqu'un qui cherche un CMO, bon, parfois ils veulent ça parce qu'ils payent pas cher et que du coup ça couvre un peu la misère. Mais quelqu'un qui cherche un CMO et qui met le budget, quelqu'un qui est prêt à prendre du recul et dire bon, j'ai compris que c'était ton domaine, je te laisse jouer et moi je me contente de venir vérifier si tu as besoin d'aide ou si tu es bloqué. Et donc
il y a des gens cons partout, il y a des gens plus matures que d'autres partout. Donc il y a deux possibilités. Soit tu prends un mec qui est pas prêt en CEO et tu te dis je vais lui apprendre et je vais être hyper clair pendant l'entretien qu'il va falloir qu'il passe par cette étape. Soit tu prends quelqu'un qui est mature. Soit tu réponds pas. Tu vois, ça me fait penser, cette semaine, j'ai fait un post LinkedIn qui parlait des part-time CMO, fractional CMO. Ouais. Tu l'as vu passer? Ouais. Et où en fait, tu vois, même des gens complètement juniors, j'aurais des anecdotes à raconter sur des juniors qui se disent CMO, etc. Oui, j'en coach quelques-uns quand je les récupère en miettes, généralement après quelques mois de burn-out. Ouais. Et en fait, il y a ce sujet de... Il y avait quelqu'un qui avait commenté en me disant « Bah écoute, moi je fais ça, bah du coup tu me définirais comment ?» Bah comme un responsable marketing, et il n'y a pas de galère en fait, tu vois. Enfin, et si on définit par des choses qu'on fait, déjà c'est pas bon. En fait, parfois tu ne vas rien faire, parce que c'est pas ce qu'on t'attend. Ce qu'on va te demander, c'est plutôt de réfléchir, de concevoir, pas de faire des choses. Ah oui. Moi je fais des choses, parce qu'une petite boîte et qu'il faut bien faire des choses. Enfin, oui, mais c'est pas ma valeur. Oui, mais tu as l'expérience et le recul nécessaire pour pouvoir te définir comme CMO ou pour que d'autres personnes puissent te définir comme tel, tu vois. Enfin, c'est surtout ça qui est important. C'est important. Allez, je reviens un peu sur des éléments opérationnels, notamment sur le côté enterprise. Account-based marketing. Account-based marketing, je reviens là-dessus parce que tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui envisagent l'account-based marketing vraiment exclusivement comme prendre du temps sur des leads et collaborer très bien avec des sales. Il y a quand même une vision account qui est différente d'une approche lead. Ouais. Comment toi est-ce que tu abordes ça? Il faut savoir que beaucoup d'entreprises vont te dire qu'ils ont une base de données dégueulasse. On est d'accord que tout le monde, lorsqu'il parle de sa base, elle est nulle. Mais c'est parce qu'en fait, avant même de parler d'ABM, il faut penser à comment tu la remplis, cette base. Et si jamais tu la remplis bien, l'ABM découle de source. Pourquoi ? Les marchés, surtout sur Enterprise, c'est fini. Tu n'as pas 50 millions d'entreprises qui vont acheter ta solution. En général, tu en as 10, 20 000, allez, 30 000 si tu es international et que tu as de la chance. Bah, tu les achètes. Tu prends leur sirène ou leur DUNS ou n'importe quel identifiant, tu les mets en base et tu les documentes. Et surtout, tu as un process très clean de rattachement des leads au compte. Et tu ne travailles que sur une base de compte. Ça, c'est vraiment la première base que je recommande à tout le monde. En plus, ça coûte en général même jamais plus de 10 000 €. Tu achètes la liste de comptes, tu as une liste très propre et tu t'assures d'avoir, si ce n'est pas l'exhaustivité de ton marché, quelque chose qui s'en rapproche. Encore une fois, on ne parle pas d'exhaustivité, on s'en fiche. Il y aura toujours des gens qui vont passer au travers et c'est pas grave, puisque de toute façon, on n'aura jamais 100% du marché. Donc les gens qui se disent « ma base n'est pas propre parce que j'ai pas tout le marché », on s'en fout complet. Prends-en une partie et puis travaille bien dessus. Et puis même si t'as pas tout, au fur et à mesure, ça va se remplir. Commence en fait, ouais, lance le truc. Moi, c'est comme on a certains clients qui nous disent « Ah oui, mais bon, la base, elle est remplie qu'à 40%. » Oui, il y a déjà du business à faire à 40% en fait. Je vois pas pourquoi on attend. Je rappelle qu'on pense être mature sur un marché quand on a 10% des parts de marché. Donc ça veut dire qu'on est très très loin des 100%. Bon, bref, donc première opération. Ensuite, on commence toujours par le lead scoring qui va permettre en fait de donner un peu une valeur à chaque lead qui constitue le compte. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça ? Parce que si on donne tout de suite une sorte de note au compte, on va se baser uniquement sur des critères d'ICP. C'est la bonne persona dans le bon type de boîte. Sauf qu'en fait, on va rater énormément de facteurs faibles qui sont l'appétence et le fait d'être prêt à l'achat, qui vont peut-être aider à prioriser un petit peu différemment. Donc passer par du lead scoring qui va être très comportemental permet d'avoir une sorte de note au niveau du compte qui va être la somme de l'ICP, à quel point il est bien, et des comportements individuels des gens qui composent ce compte. Tout ça, ça va permettre d'avoir des notes qu'on va pouvoir pondérer. Et ensuite, le plus important, c'est pas la note qu'ils ont, c'est de définir des volumes qu'on veut sur chaque type de note. Et ça aussi, il y a beaucoup de gens qui passent des semaines, des mois à construire une fiche d'ABM avec est-ce que je mets plus 10 ou plus 20 sur cette compétence. Mais on s'en fout, on veut juste savoir si le mec il est à 200 ou à 50 à la fin. J'ai tellement eu de fois cette conversation aussi. Voilà. Non mais c'est un délire. Ouais, c'est un outil de tri. Ça me parle très bien. On s'en fout de la valeur, c'est un outil de tri. On veut juste savoir combien de gens tu veux dans chaque pool, parce que chaque pool aura un traitement différent. C'est tout. Voilà. Une fois que tu as défini ça, en fait, et c'est ce qu'on fait, c'est qu'on le teste. Tu passes ta base de données à la moulinette. Ok, j'en ai 500 qui sont dans mon premier batch. C'est trop, on ne pourra pas les traiter. On va rajouter des filtres ou mettre plus de pondération de façon à n'en avoir que 200. Voilà, donc tu étires, tu regroupes jusqu'à avoir des volumes qui sont traitables par tes équipes marketing, SDR et sales. Ça, c'est la base. Une fois que tu as des volumes qui sont traitables, tu décides de la façon dont tu vas le traiter. Un exemple tout bête. Si tu décides d'avoir 20 comptes dans ton top 1, bah, tu n'as pas vraiment besoin du marketing. Tu mets un sales qui appelle les 20 gars. Oui. Voilà. Donc évidemment, les tactiques vont dépendre de ça. Moi, je ne vais pas mettre d'ABM en place. Ou alors, si vraiment tu veux rentrer dedans, tu t'es pété les dents, je vais te faire une super landing page dédiée pour L'Oréal avec tous les éléments. Mais s'il n'y en a que 20, c'est facile aussi. Enfin, voilà. Mais voilà, tu n'as pas vraiment besoin de stratégie très développée. Si par contre, tu me dis que tu en veux 500 dans ce pool, pour plein de raisons, parce que façon de passer la base, parce que tu as besoin de faire du volume, parce que tu es encore en phase d'éducation, peu importe. Les 500, ça va demander un peu plus de travail et de traitement. Donc à partir de ce moment-là, toujours pareil, tu vas décider
on en revient toujours à l'argent, je suis désolée, mais d'un coût d'acquisition que tu es prêt à mettre sur chacun de ces pools. Nous, on avait évidemment beaucoup d'argent sur le top tiers, où on était sûr que tout le monde, tous les sales le voulaient. Et donc, un deal, enfin l'obtention, un deal, pas un deal signé, mais un deal dans le pipeline sales pouvait nous coûter jusqu'à 5 000 €. Ça paraît énorme, mais c'était une priorité 1 et c'était des deals qui devaient signer à plus de 100 000. Donc évidemment que ça faisait sens. En revanche, un tiers 3, moi j'autorisais max 500 €. Voilà. Donc évidemment, ça donne encore une fois pas accès aux mêmes tactiques et donc pas accès au même pool d'actions que tu vas faire, soit marketing, soit SDR, soit sales. Encore une fois, aussi simple que ça. Un exemple tout bête, ton hospitality, dans ce programme-là, 5 000, tu peux l'ouvrir au top 1. Très bien, 5 000, il y a de la marge. Il y en a des tickets pour le rugby, il n'y a pas de souci. Voilà. En revanche, ton top 3, il n'y a pas une seconde, tu peux leur offrir ça. Donc ce sera plutôt des canaux d'acquisition digitaux. Et donc tu vas totalement décorréler, dire pas de sales, pas de SDR qui travaillent cette base activement, puisque ça va nous coûter trop cher au deal. Donc ça va être la chasse gardée du marketing. Et on vous alerte lorsque le score devient assez haut pour que le compte puisse évoluer dans une autre catégorie. Et tu revois tes catégories tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, selon tes cycles de vente, de façon à garder ces volumes. Puisqu'évidemment, tout au long de l'année, ça évolue. Tu vas avoir des comptes qui vont passer dans le pipe ou des comptes qui vont clairement te dire non, que tu vas sortir de tes priorités. Et donc, ça fait des sortes de chaises musicales, tout ça. Bien sûr. Voilà. Et donc, tu recalcules. Exactement. Et tu recommences. J'ai plusieurs questions sur ce truc-là. Vas-y. Le scoring. Oui. C'est le casse-tête ultime à chaque fois. Donc, un des points qu'on a mentionné, enfin que tu as mentionné, qui est effectivement ce truc de ah oui, hein, bon bref. Mais est-ce que tu as des méthodes pour faciliter justement ce truc-là ? Moi, par exemple, je prends des très grands ordres de grandeur. Oui. Pas hésiter à donner 500 points, 1000 points pour une demande de démo. Exactement. Moi, je donne des très grands ordres de grandeur en disant, mais en fait, du coup, il n'y a plus aucun doute. Il y en a un, il a 5000 points, en fait. Oui. Donc, a priori, il faut y aller, tu vois. Et donc, tu as d'autres tactiques comme ça ? Des points négatifs. Beaucoup de gens mettent des points positifs, mais ils oublient les... j'en mets aussi, ouais. Donc ça, beaucoup. Toujours revenir à l'étude des volumes, puisque ça aussi, plutôt que de passer des semaines à le faire, c'est vraiment un truc tout bâtard. On le met dans le système et on regarde. Parfois, 4-5 champs, ça va faire le job. Et il n'y a pas besoin de plus, en fait. Et donc ne pas trop complexifier le modèle parce qu'après c'est très compliqué à maintenir. Tu vas rajouter par exemple, je sais pas, une persona qui d'un coup va devenir intéressante parce que tu lances un nouveau produit. Il faut que tu retournes dans tous tes modèles et que tu mettes tous les champs à jour selon la tactique que tu as utilisée. Souvent la personne elle s'est cassée parce que ça fait 3 ans, donc ton truc il est bancal, finalement tu le crames, tu recommences, alors que si t'as 4 à 5 champs. Voilà. Donc vraiment le conseil c'est très simple. Comme tu dis, vraiment pas hésiter à avoir une très grande ventilation, faire du plus et du moins, avoir des moins 1000 et des plus 1000, oui, très clairement. 100%. Et quelque chose qui est très facile à maintenir. Donc, pas hésiter. Si on a un doute, on coupe, parce que c'est chiant. On en revient au truc de tout à l'heure de « Ah, t'es un peu en train de divaguer ». Coupe, en fait, on s'en fout. Voilà. Oui. L'autre sujet, c'est toi, tu es pour... Tu vas voir que je me suis bien documenté. Hein. Tu es... équipe BDR oui, au market. Alors, ma nouvelle boîte, n'écoutez pas parce qu'ils sont chez les sales et que ça me va très bien. En fait, non, je suis pour qu'ils soient là où ça marche. Le problème souvent d'une équipe sales, c'est qu'ils sont tellement focus sur la vente que les BDR ou les SDR deviennent les assistants des commerciaux. Et c'est pas du tout ce qu'on veut parce que l'objectif du BDR, c'est pas de prendre le rendez-vous un tel que le sales veut. C'est de prendre un volume de rendez-vous sur une typologie de compte qui lui est assignée. C'est une petite nuance subtile, mais c'est très important. C'est-à-dire que le SDR, il est incentivé sur le nombre de rendez-vous qu'il donne et la qualité. Que ce soit la boîte A ou la boîte B, tant que c'est dans la bonne catégorie, il s'en fiche. L'inconvénient quand tu le rapproches trop de son commercial, c'est que son commercial va lui donner une liste de courses. Les listes de courses, c'est bien, mais ça enlève toute la partie un peu automatisée du job. Si jamais ton commercial te donne une liste de 20 comptes à traiter, tu vas être vachement précis, précautionneux. Sauf que ton tiers, il y en a 500. Donc, tu décorrèles immédiatement les deux objectifs et ça ne fonctionne pas. L'avantage du marketing, c'est que nous, on est beaucoup plus neutre là-dessus. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est justifier notre salaire. Pour justifier notre salaire, il faut prouver qu'on ramène de l'argent. Donc, plus on réussit à prouver qu'on ramène du pipeline et du pipeline qualifié, plus on est content. Donc, on va plutôt aider le SDR à convertir, à lui donner plein de trucs. Nous, on va plutôt nous être l'assistant du SDR. Donc, historiquement, ça marche quand même souvent mieux dans ce sens-là. Après, tu vois, dans mon entreprise que je viens de rejoindre, les SDR étaient déjà en place. Oui, ils ont fait SDR avant marketing. Ils ont tout attaqué par la face nord en mode on va se faire tous les comptes dans le dur. Enfin bref. Et ça fonctionne très bien. Donc j'ai aucun intérêt, aucune vocation à dire je les veux. Non, ça marche. Ça marche, on s'entend très très bien. Ils traitent nos leads. Les leads arrivent tout chauds chez les commerciaux. Oui, mais ça demande une relation market sales de proximité. Oui. Ah oui. Et saine, très saine.
Voilà. Ce qui n'est pas le cas dans la majorité des boîtes B2B. Oh oui. Voilà. Donc, ce qui peut aussi justifier le fait que... Moi, en fait, ce que je trouve intéressant dans cette tactique, parce que je suis aussi un défenseur de cette vision, pour info. Et souvent, quand on me dit t'as des techniques un peu pour aligner équipe market sales, souvent, je dis déjà un truc un peu simple, c'est pourquoi tu mets pas du SDR côté market, en fait. C'est un truc... Et pareil, j'ai vu aussi, donc ça, je l'ai jamais expérimenté, mais product marketer côté sales. Oui. Ça s'appelle le Sales Enablement. Oui, c'est Ils lui ont donné un autre nom pour... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu vois, oui, mais Sales Enablement, dans ton titre, tu es rattaché aux sales et tu te mets au service des sales. Oui. Quand tu t'appelles Product Marketer et que tu es du côté de l'équipe sales, ça te rattache de fait beaucoup plus facilement à une équipe market. Tu vois. Oui, c'est vrai. Juste le titre, il a une importance qui est majeure. Et donc... Je trouve que c'est un super moyen d'aligner. Et là, si ça marche dans ta boîte, c'est que l'alignement, déjà de base, il doit être bon. Oui. C'est une boîte qui est saine. Et je sais que c'est stupide, c'est juste un petit mot comme ça, mais ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire que le sales, il va dire merci à son SDR quand il a un rendez-vous. Tu vois, c'est chaque fois qu'il gagne un deal, c'est merci pour la passe D, c'est trop sympa. Il documente, les sales documentent tout ce qui se passe, donc le SDR peut suivre l'avancée de son deal. Donc tu vois, il se sent valorisé aussi. Et surtout, tout le monde a conscience d'à quel point c'est un métier qui est difficile aussi. Personne ne va dire non, mais c'est un SDR, c'est une petite main. Non, le SDR, c'est ce qui fait tourner la boîte en vrai. Ouais. Si eux, ils prennent pas de rendez-vous, ça ne marche pas. Donc ça dépend. Tu as aussi un sujet, je pense, qui est, encore une fois, enterprise, donc très market sales, tu réfléchis à ton histoire, comment tu t'imbriques, etc., etc. Je reprends ton exemple de, c'est pas les events, c'est rugby, machin. Ah oui, hospitality. Hospitality, pardon. Ouais. C'est un budget market au service des sales. Oui. Du coup, ça veut dire que tes sales, ils ont un budget market. Oui. Qui peuvent dépenser comme ils veulent sur leur top tier. Ok. Et donc ça, qui le justifie? C'est le market ou les sales? Ah, moi, mais je m'en fiche. Enfin, encore une fois, on en revient à l'éducation du CEO. Ça revient. En fait, chaque sales dans mon entreprise précédente avait un budget qu'il pouvait dépenser à l'année pour justement faire des actions coup de poing sur ses top tiers. Son top tier, d'accord. Donc, pour arriver à ces fameux 5000, je sais pas, on se disait que nous, on dépensait 4000 et puis il restait 1000 qu'il pouvait actionner à sa guise pour des choses auxquelles nous, on n'avait pas pensé. Donc, leur donner du temps et de l'argent pour ça. D'accord. Ça, c'est le marketing, parce que ça fait partie des 5000 du marketing. Mais de toute façon, je te rappelle que dans une boîte SaaS, la première année, c'est sales et marketing. Donc, de toute façon, mon budget, c'est sales et marketing. Et parfois, c'est ça qui rend les choses très intéressantes, c'est que parfois, je vais pouvoir dire embauche un sales de plus. Là, par exemple, aujourd'hui, on commence à générer un peu trop de leads pour le volume, donc je vois que le traitement commence à ralentir. Si ma reco, c'est on embauche un marketeur, je suis là, non, embauche des sales. Quand vous viendrez pleurer parce qu'il n'y a pas assez de leads, on embauchera marketing, et puis voilà. Donc, là, du coup, tu n'as plus de guerre, parce que tu es un ensemble. Oui, mais là, tu es dans une position un peu de CRO. Bah non. Enfin, oui, mais parce que le CEO, c'est le VP Sales en même temps, il a les deux casquettes, donc c'est un peu plus facile. Voilà. Tu vois. Non, mais là, c'est biaisé, tu vois. Oui, mais là, c'est biaisé. Oui, mais tu vois, dans les faits, que toi, tu participes à la décision d'embauche de sales, c'est que tu es un peu dans une position de CRO. Je vais pas participer à la décision. Je vais plutôt être en mode, je ne mets pas de marketeur au budget. Parce que... Oui, mais ça, aucun marketeur le fait normalement. Bah moi aussi. Mais encore une fois, parce que si tu veux ta position de leader, c'est pas juste prêcher pour ta paroisse, c'est prêcher pour que la boîte se développe. Et parfois, c'est des décisions qui sont anti-marketing, il faut l'accepter. Et c'est pas grave. Je pense que, et c'est quelque chose auquel on doit tous y faire face dans notre carrière, c'est ce moment où on arrête de penser à sa gueule. Quand tu commences, tu as envie d'avoir une grosse équipe, tu as envie d'avoir plein de budget parce que c'est cool et parce que tu deviens un grand. Mais à un moment, tu as tout ça. Et puis tu te dis, en fait, j'en fais quoi de tout ça? Et parfois, la réponse, c'est un peu moins. Et puis, on va mettre l'argent ailleurs sur d'autres tactiques. On en revient à la même chose. Quand tu ouvres un pays, ce serait hyper cool de me dire, j'arrive avec 3 marketeurs, on va lancer le pays. Mais il n'y a pas besoin, en fait. Donc, nous, on va traduire le site web, on va lister les 10 meilleurs contenus qu'on va te filer en langue locale, et puis démerde-toi. Voilà. Donc, c'est moins cool pour moi, mais c'est mieux pour la boîte. C'est moins cher. Excellent, j'adore. C'est quoi les tools clés, tu vois, notamment sur ces sujets-là, enterprise, etc., et notamment dans relation market sales? J'imagine que le premier tool, c'est CRM. Oui. Et j'ai envie de dire, à mon niveau, c'est même le seul outil. Et c'est extrêmement tranché, et je le sais, c'est parce que les gens ont souvent tendance à combler leurs problèmes avec des outils qui, du coup, vont emballer le problème et ne va absolument pas le résoudre. Donc, mon process, c'est d'abord, tu règles ton process, tu règles ton problème, et après, tu mets un outil qui va simplifier tout ça. Mais tu fais pas dans l'autre sens. Donc c'est pour ça qu'en général, je travaille avec très 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 peu d'outils. Mes équipes un peu plus, mais moi très peu. En général, un CRM et un outil d'analyse
Google Studio, Looker, ce que tu peux imaginer, un Power BI, n'importe quoi, ça me suffit pour commencer. Parce qu'après, une fois que tu as le problème, bah, tu peux aller creuser, chercher de l'info. Et là, on en revient à stratégie versus tactique. Exactement. On en revient à d'abord la quali avant la quanti. Plutôt que d'équiper de plein d'outils, tu vas analyser là où ça te pose vraiment problème, où tu es vraiment dans le noir, et tu n'intègres que ce qui vraiment va régler ton problème d'aujourd'hui, ou tu l'intègres aujourd'hui parce que tu sais que ça résoudra ton problème demain. C'est les seules raisons de s'équiper d'un outil. Sinon, encore une fois, tu ne fais que masquer le problème. Et tu rajoutes des couches de problèmes dont tu n'avais pas besoin, parce que qui dit nouvel outil dit déjà de l'argent que tu gaspilles sur ton budget, donc des attentes, des gens pour le tenir à jour, donc des façons de ne pas le mettre à jour, de s'assurer que l'information transite mal entre les systèmes, évidemment, donc tu vas passer plus de temps à chercher tes petits qui sont perdus entre les systèmes qu'à vraiment travailler. Donc non. Et je suis désolée, je fais du SaaS, ce qui est quand même horrible, je fais du logiciel, et en vrai, j'ai pas grand-chose comme outil. Donc c'est quoi ton CRM ? HubSpot, que je trouve vraiment très bien pour des startups. On est en train d'essayer, on a même fait migrer la partie service sur le CRM, et c'est un bonheur d'avoir tout ce qui concerne tes deals et tes clients au même endroit avec une seule source d'infos fiable. Là, on vient d'embaucher un Sales Ops qui a accepté aujourd'hui de nous rejoindre, donc je suis surexcitée. Bravo. Je suis trop contente. Donc, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que le message du CEO, c'était « On l'a recruté, Selma, tu me le prends pas tout de suite ?» Non. J'attends une semaine le temps que tu l'onboardes. Non, mais et donc ça va être génial. On va avoir des vraies analyses de funnel qui vont partir de la première interaction, donc du lead, jusqu'à l'advocacy, donc quand il est client, prescripteur, etc. Et de pouvoir vraiment analyser tous les points de friction et de problèmes pour lesquels il va falloir apporter une solution, qu'elle soit marketing ou pas d'ailleurs. Parfois, ça peut être, plutôt que d'envoyer un cadeau, un appel du service client. On en revient à la même chose, qui est que arrête de battre pour ta paroisse, regarde l'ensemble du process et identifie les batailles qui sont pour toi et laisse les autres. Donc, HubSpot, module market plus sales. Je te fais des réponses hyper longues à chaque fois. Non, pas du tout, mais pas du tout. En plus, non, je trouve ça hyper intéressant. HubSpot market plus sales et du coup plus service et du coup comme ça voilà, t'as tout centralisé. Exactement. Et je suis désolé, je pose cette question mais parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Oui. Et donc je me dis comme ça j'enverrai l'épisode et ça voilà. HubSpot versus Salesforce. Alors, Salesforce se justifie quand tu as une grosse force commerciale et quand tu as de quoi avoir un sales ops à temps plein qui va être admin de Salesforce. Là, il n'y a pas photo, tu prends Salesforce. Tant que tu n'y es pas, tu te crées tellement d'emmerdes pour rien que reste sur HubSpot. C'est exactement la réponse que j'ai donnée cette semaine à quelqu'un, tu vois. Je lui ai dit, mais toi, ta boîte, on est d'accord que c'est pas Aircall avec je sais pas combien de commerciaux, etc., etc. Bon, bah alors passe sur HubSpot, en fait. Mais il y a la même chose avec Eloqua ou Marketo. Les gens se disent, mais HubSpot, c'est un peu limité, je prends Eloqua. Alors, tu as les moyens d'avoir un admin à temps plein qui va faire que ça. Et puis, tu as des process d'envoi d'emails. Est-ce que tu as des conflits parce que tu vas envoyer trop d'emails à ta cible en même temps ? Non ? Bah, donc, non. Ouais, puis tu sais, c'est un peu toujours... c'est comme les gens qui se lancent et qui imaginent tout de suite le scaling à 10 000 clients, etc., etc. Tu n'as pas encore de clients. Le scaling, on verra plus tard, tu vois. C'est toujours ce truc-là, quoi, d'anticiper les scaling et tout. Oui, mais en fait, le fait d'anticiper le demain te crée des problèmes aujourd'hui, donc voilà. Ouais, on a eu un exemple tout bête là où on a un site web qui est proprio, qu'évidemment, au fur et à mesure qu'on va embaucher du marketing, on va avoir besoin de le mettre à jour très souvent et on va avoir besoin d'avoir la main dessus. Donc, j'ai ouvert le sujet en disant, là, tout de suite, c'est pas une urgence, on va un peu calibrer les efforts que ça nous demande de le migrer, et puis on verra. Et en fait, il s'avère qu'on n'a aucune urgence à le migrer, et surtout, c'est du temps d'équipe dont moi, j'ai besoin aujourd'hui pour construire les fameux funnels, la base de la lead gen. Donc, je me suis dit, non, je repousse le sujet à dans 6 mois. Par contre, vous savez que dans 1 an, on a un nouveau site, et ça nous permet de faire une due diligence dès maintenant, où on est capable de se dire, voilà ce qui doit migrer, voilà ce qu'on veut garder. On était capable de se dire, les landing pages, on les met dès maintenant sur HubSpot, comme ça, on n'aura pas de problème de migration. Le blog, en fait, l'export, il est assez facile, donc 10 articles ou 200, c'est pareil. Voilà. Et tu vois, tu prends toutes ces décisions comme ça, tu sais que ça va t'arriver, mais tu n'es pas obligé de le faire tout de suite. Tu as juste besoin d'être conscient que ça va arriver et de le mettre dans le temps à un moment où ça devient pertinent et où tu es conscient de ce que tu vas laisser tomber pour réussir à mettre ce projet en place. Côté data, oui. C'est quoi que tu regardes ? C'est quoi les tools que tu utilises ? Comme je le disais, ça va surtout être des outils d'analyse. Donc avec le Sales Ops, sera Power BI. Aujourd'hui, c'est dans HubSpot natif pour la majorité. Je vais regarder sur du Google AdWords, des Search Console un peu pour voir toute la partie trafic et lead gen digital, parce qu'encore une fois, c'est l'essentiel de notre lead gen aujourd'hui. Mais honnêtement, pas des
tonnes de choses de plus. Ce qui va vraiment m'intéresser aujourd'hui en termes d'outils et que je trouve n'est pas du tout mature, donc petite demande si quelqu'un se sent, c'est vraiment des outils d'analyse de marque. Aujourd'hui, on a plein de trucs dans tous les sens. Tu as ceux qui vont analyser ta présence sur les réseaux sociaux, ta présence sur les pubs. Et j'avais un pote de pote qui a commencé à se lancer d'ailleurs sur ce sujet, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Je fais sa petite Sans vouloir lui mettre la pression. Non, du tout. Il sait qu'il y a de l'attente. Non, mais c'est vraiment ça. Aujourd'hui, on a plein d'outils, trop d'outils pour être capable de suivre ses leads, sa lead gen. On a vraiment tout ce qu'il nous faut. Le plus dur, c'est de choisir dans la galaxie des what 1000 outils marketing. En revanche, côté marque, on est complètement à poil. On nous propose soit du survey, que tu vas faire une fois par an avec des gens qui vont répondre au pif parce que ça les saoule, ils veulent juste gagner 20 balles, tu vois. Soit des outils qui vont analyser des petits bouts, il va falloir que tu te démerdes pour les mettre ensemble, les pondérer, et puis qui vont te créer plein de doublons et de galères. Donc du coup, tu te retrouves à dire, j'ai mon trafic sur le site web, il a doublé. Oui, mais bon, voilà. Est-ce que c'est un indicateur fiable et suffisant ? Non. Donc un vrai outil qui permettrait de faire ce que je fais sur la lead gen, mais sur la marque, franchement, j'adorerais. Ok. Après, les requêtes de marque sur Google, c'est déjà un petit indicateur. Oui, mais on en revient à la même chose, c'est partiel. C'est moi ce qui m'intéresse, c'est pas uniquement ma marque. Tu vas dire oui, mais la marque versus concurrence, tu vas le voir parce que tu peux voir les différentes lignes et tout. Non, moi j'ai besoin de savoir si sur telle thématique qui est importante pour moi et qui est vraiment un de mes axes de positionnement, je suis plus fort ou moins fort. Qu'est-ce qu'eux ils postent, comment ils évoluent. Aujourd'hui, la seule façon de le faire, c'est à la main. Ouais. C'est les personnes qui interagissent. Oui, je vois qu'il y a 3 commentaires, mais c'est leurs employés, c'est des clients, c'est du quali. Qu'est-ce qui soulève comme problème ? Je sais pas. Oui, ça me fait penser, tu vois, à l'époque où je bossais chez Germinal, il y avait eu un passage dans l'émission Capital qui avait bien évidemment ramené du trafic, etc., etc. Oui, mais en fait, moi, j'ai envie de savoir parmi tous ces gens-là, combien sont des leads potentiels. En fait, le fait qu'il y ait eu un pic de trucs, ça ne me dit pas que Germinal est devenu une marque forte, en fait. Non, t'avais juste des fans de Zola qui cherchaient s'il y avait un nouveau livre. Exactement, en plus, tu vois. Non, mais complètement. Mais du coup, côté data, qu'est-ce que tu vas regarder ? Je réponds jamais à tes questions, c'est insupportable. J'ai retenu au début de la conversation, tu m'as dit l'élément principal, c'est la conversion à chaque étape. Voilà. Tout. Point. Il n'y a que ça. Tout le reste, en fait, c'est de l'emballage. Tu vas avoir beaucoup de gens qui reviennent un petit peu des méthodes d'attribution. C'est quelque chose que tu vas beaucoup entendre chez le marketing, c'est j'attribue à quoi ? Quelle tactique ? On en revient à la base, on s'en fout des tactiques. Tu prends les deals que tu as signés, tu regardes toutes les touches qui leur sont arrivées sur la gueule, tu regardes celles qui sont le plus présentes, ce qui va te permettre de savoir combien d'argent tu es prêt à mettre sur chacune de ces touches. Point. Alors oui, tu peux faire mieux si ça te fait plaisir, mais ça marche que si tu as de la vente en one-shot. Si tu as de la vente en one-shot, ok, je comprends, là, tu fais une vraie analyse de tes funnels, etc. Et tu regardes plein de data qui te permettent de savoir quel est le funnel, en combien de temps il passe sur la page et tout. Sur un cycle de vente de 2 ans et 60 touches marketing, tu penses vraiment que ta recherche Google d'il y a 2 ans, elle a vraiment de la valeur ? Bah non. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je coupe Google ? Non, parce qu'en effet, Google, c'est présent dans 50% des deals qui ont abouti. Donc il faut que je garde une présence forte dessus. Et c'est tout. J'adore. C'est décevant. Non, j'adore. Juste, en fait, pour moi, le marketing, il faut arrêter de se prendre la tête. Les gens essaient. Tellement comme d'accord. c'est un métier qui est mature, les gens essaient de se donner une sorte de posture, une sorte de valeur en complexifiant le métier. Ouais. Et comme en plus, ils le comprennent mal, parce qu'ils ont mal compris les bases, ils adoptent des sortes d'indicateurs aberrants, mais qui sont jolis et qui montrent que les chiffres, ils montent, qui est un peu tout ce qu'ils regardent. Ouais. Alors que si tu prends une approche business à la fin, tu veux juste savoir combien de fric t'as fait et combien ça t'a coûté. Et si les 2 chiffres, ils sont OK, bah on te fait pas chier, c'est bon, continue. Ouais. C'est pour ça, cette semaine, je suis tombé sur un post LinkedIn qui disait il faut. Je pense qu'une bonne pratique à avoir maintenant dans les boîtes, c'est qu'il faut arrêter que ce soit le marketing qui justifie les résultats du marketing. Parce que ça crée un vice qui est tu rajoutes plein de data un peu micro de machin pour montrer que ça monte, alors qu'en fait une personne complètement tierce arriverait avec un regard extrêmement pragmatique, se concentrerait sur les 3 datas qui ont du sens et serait capable de donner exactement la valeur du travail du marketing, tu vois. Et je trouve que ça résonne avec exactement ce que tu es en train de dire, tu vois. Oui. Et surtout, le pire, c'est que ça alimente les conflits entre départements. Parce que tu en arrives à quoi ? Tu dis, on n'a pas fait l'année. Oui, mais nous, marketing, on a fait nos chiffres, on a fait ce qui était demandé. Ah, bah les sales, vous n'êtes pas bien aujourd'hui. Ah non, nous, on a converti le taux de conversion. Ah, bah c'est les SDR qui vont pas bien. Non, tes indicateurs, ils étaient pourris tout du long. Point. Parce que s'il y en a un qui fait son chiffre et pas l'autre, c'est qu'il y a un problème sur l'indicateur. Oui. Voilà. Donc, tout ça, ça alimente une sorte de débat stérile. Ça nous fait perdre beaucoup de temps plutôt que de se dire, OK, agnostique, on se pose à table, quels sont les points qui bloquent ? Est-ce que c'est le point où le lead se transforme en MQL, le MQL en SQL, etc. Et tu analyses ça, et la réponse que tu vas apporter, parfois, elle n'est même pas ni sales ni marketing. Encore une fois, ça peut juste être, je sais pas, la page du site, elle est pas hyper compréhensible. Ou, à ce moment-là, il y a un partenaire qui apporte pile le truc que les gens cherchent et qu'on montre pas, parce qu'on l'a pas, nous. Tu vois ?
Et ça te permet d'être beaucoup plus neutre et de prendre de la distance avec ton propre travail. Donc déjà, tu ne te sens pas une sous-merde quand tu n'as pas fait ton chiffre du quarter. Et puis surtout, c'est sain, parce que tu peux parler sans accuser l'autre. Puis juste, il y a un problème là, comment on peut tous aider? Ouais, je suis d'accord. J'ai 2 derniers petits trucs pour terminer. 2 dernières questions. La première, c'est l'IA. Tu as mentionné rapidement le fait IA. Est-ce qu'aujourd'hui, tu l'exploites côté market? Oui, je suis une feignasse, donc oui, évidemment. D'accord, oui, mais du coup, c'est vraiment pour, d'un point de vue productivité, pour gagner du temps sur... Ça donne aussi des idées. En fait, ce que j'aime bien, c'est le nourrir de bullet points et voir un petit peu ce qui en sort. On en revient au fameux positionnement et les fameux axes. Va réussir à résumer tout ce que ta boîte fait en 3 mots, parce que 3 mots, c'est la place que tu as sur ton site web. Et tu nourris ChatGPT de toutes les infos, il va te sortir plein de listes de 3 mots, et tu fais non, j'en veux d'autres. Tu dois faire ça avec ton content. Jamais il se barre dans la journée, le mec. Ouais, complètement. L'outil, il est neutre, il va te sortir. Et au bout d'un moment, tu vas avoir soit le bon, soit la chose qui va te faire penser à la bonne chose. Là, je l'utilise comme ça aussi. Et c'est une sorte d'intelligence neutre, donc intelligence artificielle, qui va t'apporter un point de vue qui n'est pas humain, mais qui va te permettre de rationaliser beaucoup de choses. Pareil, tu vas le nourrir de beaucoup d'affect, et lui, il s'en fiche que tu préfères la 3e proposition ou la 5e. Si tu lui demandes un résumé, il va te faire un résumé neutre. Et ça te permet un peu d'avoir une autre vision. Bon, et puis bien sûr, le reste, tu fais une transcript de ton webinar, tu lui donnes, et tu me dis un article de 800 mots, s'il te plaît, optimiser SEO sur tel et tel mot-clé. Tu gagnes beaucoup de temps. Ouais. Un truc sur lequel je l'ai utilisé dernièrement, et c'est vraiment, je me suis dit, mais ok, ça c'est cool aussi. Je veux écrire un article, je prépare un plan avec mes idées, je lui donne mon plan et je lui dis, il manque quoi? C'est génial, j'ai pas essayé ça. Et en fait, il m'a sorti plusieurs sujets, il m'a sorti 3 choses qui manquaient. Et parmi ces 3 choses, il y en a 2, je me disais, oui, on s'en fout, mais il y en a un. Je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. Et donc, je voulais faire un article sur l'outbound et notamment le fait que les méthodes offline en outbound sont un peu sous-cotées selon moi. C'est cyclique. Voilà. Et donc, en gros, je lui ai donné le plan de l'article qui parle de ce sujet. Et en fait, il m'a sorti parmi les trucs, il m'a dit que je pourrais parler du pan légal du sujet. Ah oui, bah oui. Et je me suis dit, c'est hyper malin, c'est malin. J'en ai pas parlé du pan légal du sujet. Et du coup, je l'ai intégré à mon plan. Et ben pour ça, je me suis dit, ChatGPT, il fait quand même le job. Il fait quand même le job, tu vois. Bon, dernière question. Je suis étudiant. Non mais attends. Je suis étudiant. Je veux me lancer dans ma carrière marketing. Selon toi, c'est quoi les trucs sur lesquels il faut absolument que je me concentre et qui vont me permettre d'être bon dans mon métier, d'arriver à un poste de leadership, etc. sur les années à venir? La première chose, c'est d'essayer, au moins pour les 5-10 premières années, d'être assez clair si on veut du grand compte ou du petit compte. Enfin, rentrer dans une grosse boîte ou une petite boîte. Parce que les skills vont être extrêmement différentes et après 2 ans au bout de 2 ans encore, on peut obliquer vers l'autre, mais après ça commence à devenir compliqué parce qu'on crée une expertise qui est vraiment spécifique à un milieu ou un autre. Ce qui ne veut pas dire que la personne ne pourra pas changer, mais il faut savoir que pendant 5 à 10 ans, c'est bien de se concentrer sur... Voilà, ça va être une taille de boîte, ça va aussi être un type d'ICP. Est-ce qu'on fait du B2B ou du B2C? Ça va être structurant. Est-ce qu'on fait plutôt des grands comptes ou des petits comptes, plutôt de la techno ou de la bouffe? Enfin, essayer d'identifier un petit peu ces marchés cibles. Pas que tout soit figé, mais au moins avoir une idée de ce qui nous plaît. Et ensuite, il y a 2 approches. C'est soit on commence dans le dur avec un sujet. Il faut savoir qu'en fait, les étapes qui vont être difficiles, c'est passer de spécialiste à généraliste. Par exemple, tu es un spécialiste product marketing, tu veux passer responsable marketing. Ça va être plus compliqué. La deuxième chose, ça va être un stade de développement d'entreprise. Donc, par exemple, tu es responsable marketing, tu veux passer CMO, parce que l'équipe grossit, tu as des dirigeants sous toi et tout. Et c'est que ça. Il n'y a que ces 2 gros écueils, qui vont généralement avec des gros gaps de salaire. Et en fait, c'est les seuls moments où il y a un travail ou un environnement qu'il faut choisir. Donc, au début, tant que tu fais ton expertise, imagine, par exemple, tu veux commencer en product marketing, la boîte que tu vas choisir, prends une boîte où les sujets sont intéressants, mais c'est pas très important. Quand tu dis que tu veux passer dans une boîte généraliste, il faut que tu choisisses une entreprise qui va te permettre ce move. Soit parce qu'en effet, elle évolue très vite, soit parce que tu sens bien les gens, tu es en confiance, ils te connaissent, c'est des potes, enfin... Voilà, et favoriser ce premier move. Et deuxièmement, une boîte où tu sais que la croissance va être rapide, parce que du coup, ils n'auront pas le temps de te remplacer par un mec plus câblé et que tu vas grandir à ce rythme-là. Donc c'est vraiment la seule chose, c'est ces 2 moments, c'est vraiment le passage de spécialiste, parce qu'on commence tous spécialistes d'un truc ou un autre, spécialiste à généraliste, c'est un gros moment que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire, et de généraliste à vrai manager, enfin CX, c'est le 2e gros gap. Donc la seule chose à faire, c'est pas se planter sur le choix de la boîte. Tout le reste, mais on s'en fout, complet. Parce que c'est une question d'opportunité. Mais quand tu dis le choix de la boîte, c'est vraiment le timing.
Le timing de la boîte. Et tout, parce qu'en fait, un exemple tout bête, si t'es product marketing, mais que c'est pile le bon secteur d'activité et le bon segment et le bon stade de développement, une boîte sera peut-être plus encline à te donner ta chance. Tu vois, parce qu'en fait, eux, ils vont choisir entre des généralistes qui viennent d'autres secteurs ou toi qui es vraiment spécialiste, mais à qui il va peut-être manquer 2-3 briques, mais tu pourras peut-être t'accompagner d'autres personnes. Oui, voilà. Mais la courbe d'apprentissage de ton industrie, etc., tu l'as déjà. Tu l'as déjà. En fait, on a une des deux. C'est soit tu as l'apprentissage métier, soit l'apprentissage de la cible, en vrai. Donc, faut au moins que tu en maîtrises une des deux. Oui. Et puis après, il y a l'opportunité. Oui, évidemment. Il y a des coups de bol, il y a... voilà, évidemment. Et franchement, encore une fois, on en vient à... Parce que je donne des cours en école de commerce aussi, et j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en mode « Je vais faire du marketing opération, est-ce que c'est porteur ?» Mais ça n'existait pas comme métier il y a 5 ans. Pourquoi tu me demandes ? Je ne sais pas ce qui sera dans 5 ans. Choisis un truc qui te plaît, mais choisis vraiment ça. C'est ta cible, un secteur d'activité qui t'intéresse, et puis tu y vas, tu verras bien. Top. Selma, où est-ce qu'on te retrouve ? Pour me contacter, c'est surtout sur LinkedIn. C'est quand même le plus simple. Selma Chauvin, c'est basique. Et puis, vous pouvez, si jamais ce que vous avez entendu, ça vous a plu, il y a sûrement d'autres podcasts et d'autres vidéos qui traînent. Donc, je vous laisse taper mon nom et vous amuser. Oui, je me suis fait un peu la liste. Effectivement, il y en a pas mal. Merci beaucoup, Selma. C'était très cool. Et puis, pour toutes les personnes qui ont écouté cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, tout ça. Le like, le commentaire, le partage de la vidéo YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!